Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Top 10. Top 10 repart pour une deuxième saison. Vous le savez si vous l'avez découvert la saison dernière. Pour les retardataires, le concept est assez simple. Un thème, une matrice et un top 10 réalisé par deux membres de l'équipe 11e art. Et aujourd'hui, je suis avec un petit nouveau. C'est sa première dans une émission en dehors des formats courts. Je suis avec Tom Abadik. Tom, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content de faire ma première en présentiel. Et puis, ouais, de rejoindre la famille 11e art en dehors de ma chambre, quoi. Ouais, écoute, ouais, c'est vrai que c'est plus sympa. Là, t'es dans mon salon, c'est un petit peu plus sympa. Comment ça va, Tom? Ça va, écoute, on va parler de Première Ligue aujourd'hui, donc on peut que être heureux. Ouais. On partage de beaux maillots aussi. Toi non, pas, Ah toi non, pas du tout. il y a un maillot de Liverpool et un maillot de United dans la même pièce. Ouais, c'est On va pas ça. se taper dessus, mais C'est ça. ça va bien se passer. Deux maillots, époque Première Ligue, parce qu'on va parler de Première Ligue. Le thème d'aujourd'hui, il est assez simple. On va essayer de vous donner le top 10 des joueurs français qui ont le plus marqué l'histoire de la Première Ligue et des championnats, enfin, du championnat d'Angleterre en tout cas. Ouais, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Il y en a plein qu'on mentionnera pas aujourd'hui, des joueurs vraiment moyens. Gabriel Aubertan. Comme Et ça, comme ça. comme ça. Comme ça. Gabriel Aubertan. Gabriel Il a rien Aubertan. demandé. Il a rien demandé, D'accord. d'accord. Très bien. Les grandes années de Newcastle, genre 2013, où il recrute à peu près 50 Français. C'est-à-dire que Florian Thauvin n'est pas non plus dans le top 10. Mais Florent, bah alors non. Non, c'est Premièrement, bizarre. et puis généralement, c'est pas le pire joueur dans cette équipe-là, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, il y a une année où il claque 6-0 à Liverpool ou 6-1 à Liverpool. Aucun souvenir. Aucun souvenir dans les derniers mois de Gerrard, avant que Klopp et etc. arrivent, où il aligne style 8 ou 9 Français dans l'équipe de départ. C'est pas une époque qu'on parlera. On parlera pas d'eux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas marqué l'histoire, mais alors il y a des sacrés noms et il y a des trucs contentieux à la fin, et c'est le principe, je pense, de la matrice qu'on utilise aujourd'hui. Ouais, effectivement, il y a énormément de joueurs français qui sont passés par Ah Newcastle. non, ouais. Il y en a que un qui a pu essayer peut-être de gratter nos mentions, ou en tout cas, il n'est même pas dans les mentions. Donc on y a réfléchi. Pour Bon, le il coup, c'était y en a Johan un quand même Cabaye. qui a beaucoup joué, qui a joué quand Oui, même. ouais. Non, je parle dans la grande époque des Ah Français, d'accord, oui. dans l'époque où Bien Alan sûr. Pardew pensait que la Ligue 1 était le meilleur championnat du monde et qu'il s'est dit il faut Mais absolument. ça l'est toujours. Voilà. La Ligue Donc, des Talents. Et puis Alain Saint-Maximin, malheureusement, bon, tes bandes d'honnêtes sont mignons, mais tu n'es pas mentionné aujourd'hui. exactement. On va pas vous mentir, c'est un classement qui est très 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 dur à réaliser. Ouais. Parce que ça fait quand même depuis une quinzaine d'années qu'il y a en moyenne entre 20 et 35 Français. J'ai euh, l'impression qu'il y en a. Tu pourras être d'accord avec moi. Est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui? et ben Parce écoute, que je tu vois, pensais. la grande année 2013, etc., là, il y en a vraiment beaucoup. Tu vois, les années Arsenal aussi, les Abu Ouais, Dhabi, etc., il y en a beaucoup. Mais faudrait alors voir les stats, aujourd'hui, mais je crois que cette saison, on est à genre entre 30 et 35. ah Même ouais, si on n'est pas à c'est pas mal. 33. Alors, le Brexit ne va pas aider, ça c'est sûr. L'arrivée des Français va parler un Ali Shaw, par exemple, il aurait pu signer dans un Burnley ou un Newcastle il y a quelques années, qui signe aujourd'hui en Espagne plutôt. C'est clair que si Newcastle en 2012, il y avait déjà eu le Brexit, ils n'auraient pas pu jouer au foot. Non, Impossible. Ils n'auraient pas pu recruter. non, ils auraient fait un club très Brexit à la Burnley, quoi. Ou alors ils auraient proposé de jouer en Ligue 1, je pense. Ouais, comme Barcelone il y a Ex- quelques années, quoi. et- Avec la défense catalane. Ou comme Monaco depuis des années. Hein, Non, mais ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas de Français à Monaco, je suis désolé. Jean-Michel n'est pas de cet avis. Ouais. Alors, du coup, pour nous aider dans cet enfer, on a déjà fait une grande liste d'une quarantaine de noms qu'on a réduit à une grosse vingtaine de noms. Et ensuite, pour hiérarchiser cette vingtaine de joueurs, on a utilisé, vous en aviez l'habitude, hein, Val, vous la décriviez très bien, la matrice de Pew. La matrice de Pew, c'est une aide à la prise de décision avec des critères mathématiques, mais qui restent notés de façon plutôt soit subjective, soit très objective. Cette matrice, elle est simple, hein, vous pouvez la faire chez vous, que ce soit pour savoir si vous voulez commander des sushis, des burgers ou un Alors, banh mi le ça soir. serait peut-être plus dur, même, que Exactement, les Français de Ligue Première Ligue. c'est ça, peut-être. Alors toi, tu me dis que c'était très dur pour tes copines en ce moment, c'est très simple pour choisir Ouais, non, laquelle. là, franchement, le choix est nul. Donc, Le choix est nul. la matrice, elle peut être très utile. D'accord. Mais donc, du coup, c'est assez simple en fonction de différents critères. Donc, nous, on a choisi 4 critères. On va mettre un coefficient d'importance pour les critères les plus importants et un coefficient forcément moins important pour les critères qu'on estime moins primordiaux. Et donc, nous, on a choisi 4 critères, Tom, qu'on va vous décrire. Le premier critère qu'on a mis avec un coefficient 4, donc le coefficient le plus important dans notre aide de prise à la décision, C'est l'héritage. C'est l'impact qu'a eu déjà le joueur à ce moment-là, mais surtout après. C'est un truc, alors, qui existe beaucoup en France, évidemment, mais l'héritage, c'est un truc hyper important en Angleterre. Tu vois, la culture du foot, et c'est pas le débat aujourd'hui de la rentrée dans la culture du foot Angleterre versus France,
Mais football heritage, c'est un truc hyper culturel en Angleterre où aujourd'hui, on en parle évidemment des gants de Thierry Henry. On parle encore du VIX de Patrick Vieira. C'est des trucs cruciaux et on s'est dit, au-delà du niveau du palmarès, de tout ça, de tout ce blabla qu'on aura aussi, mais l'héritage aujourd'hui, c'est le truc crucial qu'on a mis en QF4. Est-ce qu'un défenseur central français qui porte un numéro 10 alors qu'il est défenseur central, c'est une sorte d'héritage ou... C'est un héritage important qui était tellement important que ça a pu impacter la décision à la fin aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard. Il est évidemment dans nos 20 joueurs français qui ont le plus marqué important dans les 20, important dans les 20. Exactement. Donc l'héritage, vous l'avez compris, la trace laissée par les joueurs. On le sait, les Anglais sont très 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 friands de ça. On le voit notamment avec toutes leurs chaînes où ils reviennent énormément sur les joueurs historiques de la Première Ligue. D'ailleurs, petite précision, on a pris essentiellement des joueurs qui évoluent en Première Ligue, mais on ne voulait pas que se cantonner aux saisons qui commencent en 92-93 avec la Première Ligue, même si évidemment, avant l'ouverture de championnat, il y avait en plus Larry Bosman, il y a très peu de joueurs français qui ont joué avant. Français, et il y a même très peu d'images aussi, donc même pour nous, mettre j'ai pas d'exemple de joueurs de Première Ligue avant, mais il y en a, je pense qu'il y en avait 3 ou 4, et c'est vraiment 92, et surtout Arsène Wenger qui arrive derrière, qui révolutionne ça. Exactement. Je crois que dans tous les joueurs sur lesquels, la grosse quarantaine de joueurs sur lesquels on a réfléchi, on doit avoir un seul nom, un seul joueur qui a joué une seule saison avant la création de la Première Ligue. Ouais. Un petit dénommé The King, mais on en reparlera assez haut dans le classement. Mais même plus largement, alors on veut pas rentrer, évidemment c'est un truc hyper important à prendre en compte, on veut pas rentrer que dans les joueurs très récents, il y a des joueurs des 90s, beaucoup de joueurs des 2000, et en fait finalement il y en a quand même très peu qui sont encore en activité, et donc ça c'est important pour pas faire que du putaclic entre guillemets, de faire juste des joueurs qui sont hyper récents, de faire un article très basique que tu peux trouver dès qu'un joueur français part en Première Ligue. Ah, les 15 joueurs de Première Ligue français qu'on a vu depuis 10 ans. Non, c'est pas ça ce qu'on a fait. Non. Un peu plus. Donc Moussa Sissoko n'est pas dans le classement. Tu as spoilé du coup. Ouais, mais alors la carte de Moussa Sissoko, elle est très linéaire, hein, comme ses courses en Première Ligue. Ouais. Place au deuxième critère. Le deuxième critère qu'on a placé, coefficient 3, donc le deuxième critère le plus important à nos yeux, c'est le niveau de jeu. Voilà. Assez simplement, le niveau de jeu qu'a affiché un joueur en Première Ligue. On n'a pas 10 000 trucs à rajouter, Tom. Il y a quand même important de prendre en compte que le palmarès a failli passer devant. Il y a eu une discussion même ce matin. Est-ce que palmarès même coefficient, ou même devant, mais on s'est dit que niveau de jeu, c'est quand même, ça fait aussi partie un peu de l'héritage, c'est l'importance du joueur, ce qu'il a pu apporter sur le terrain, son niveau de jeu. S'il sait faire contrôle-passe, ça l'aide déjà un petit peu. Il y en a quelques joueurs français qui n'ont pas su le faire, ça. Donc aujourd'hui, s'il arrive à dribbler toute la défense, forcément il est dans ce classement. Exactement, et puis aussi parce que le palmarès dépend tellement du club dans lequel vous jouez. Oui, mais il y a quand même des joueurs qui ont pu avoir des carrières dans des clubs un peu secondaires en Première Ligue, qui avaient un très très bon niveau, qui ont été mentionnés dans les 40, qui évidemment ont moins de palmarès, donc sont tombés un peu derrière le reste. Mais... Un exemple comme ça, d'un joueur qui n'est pas dans notre top 20 évidemment, mais qu'on a mentionné, Steve Malbranck, qui a fait une très très belle carrière en Première Ligue, notamment du côté de Sunderland. Et Fulham aussi. Et voilà, c'est un joueur très solide de Première Ligue, c'est un joueur qui a été très estimé par les fans et les supporters des clubs dans lesquels il a évolué. Un Schneiderlin a un très gros impact à Southampton, moins à United, mais Southampton et même Everton dans un certain aspect, a une carrière très solide. Mais parce que c'est un club entre guillemets de second rang, même si on n'a pas de problème avec Southampton et Everton, ça reste un joueur qui ne peut pas faire partie des top 20 meilleurs joueurs français de Première Ligue. Exactement. Troisième et avant-dernier critère le plus important à nos yeux, donc vous l'aurez compris, c'est le palmarès. On ne va pas faire 2 minutes là-dessus. Pour le coup, c'est assez simple, c'est assez clair. On va aussi prendre en compte les parcours, que ce soit européens ou les parcours de certaines équipes de certains joueurs dans certaines équipes qui ont parfois pas été au bout, mais qui ont quand même sorti des très grandes saisons. Mais clairement, le plus important dans le palmarès, c'est les titres. C'est les titres, mais les titres, ce qui est important, c'est qu'il y en a beaucoup qu'on a pris en compte. C'est-à-dire qu'on a pris évidemment de la Première Ligue, le plus important forcément, mais les différenciations se sont faites évidemment en Coupe d'Europe, mais aussi les FA Cup, que les Français ont adoré gagner avec Arsenal notamment, les League Cup, etc., mais aussi les trophées individuels. Je préciserai un peu plus tard les différents, parce que c'est contrairement à UNFP et compagnie où on sait que c'est Kylian qui gagne à la fin, là pour le coup les trophées en Angleterre c'est tout un bordel, mais ça sera important de préciser plus tard. Tu vas nous l'expliquer un petit peu plus tard, ce sacré bordel, quand on va s'attacher à parler de joueurs qui ont gagné des titres individuels, ou en tout cas des prix individuels. Évidemment dans le palmarès on parle aussi des parcours européens, des palmarès européens,
parce que mine de rien, un joueur français qui a marqué l'Angleterre et la Première Ligue, c'est aussi un joueur français qui a réussi sur la scène européenne. Et dernier de nos critères, coefficient le plus petit, mais qui a quand même son importance, nous, à nos yeux, qu'on a trouvé assez intéressant à placer, c'est la longévité. Un petit coef 1, juste pour célébrer, entre guillemets, les joueurs qui sont peut-être pas forcément de premier rang, parce que on le sait, même de plus en plus dans le foot moderne, pas pour rentrer dans le football a changé et compagnie, mais un joueur très talentueux, un très grand joueur, va régulièrement changer de club, va jouer dans les plus grands clubs, et pas que en Angleterre, et que les grands joueurs qu'on va mentionner aujourd'hui ont longtemps joué en Première Ligue, mais aussi longtemps joué dans le même club. Et c'est vrai, et je suis complètement d'accord. On a des joueurs français qui ont plus ou moins joué longtemps, évidemment, selon les carrières. On a des joueurs français qui ont joué longtemps en changeant beaucoup de clubs. Ouais. On pense à un mec qui sera probablement pas très loin du top 10, ou en tout cas qui y sera peut-être. On parlait de Steve Malbranc qui lui a joué dans 2 clubs, je pense. Sunderland, Fulham, peut-être 3. Ouais, dans Aston Villa aussi. J'ai en tête aussi un joueur qu'on a évidemment pas mis dans les 20 meilleurs, mais un joueur qui a été très solide pendant très longtemps, c'est Charles Nzaglia. Ouais. Qui a fait une très très belle carrière Wigan, aussi. notamment. Ouais, Wigan, il doit faire Aston Villa aussi. Newcastle, je pense. Ouais, aussi. Donc voilà, par exemple, ça c'est un joueur solide des années 2000, début 2010, qui a dû avoir sa petite sélection en équipe de France à un moment. Oui. Beaucoup plus qu'Alice Sissoko, par exemple. Waouh. Pourtant, Alice Sissoko a joué à Liverpool. C'est quand même pas rien, ouais. Justement. C'est quand même pas rien. C'est pour ça que je le mentionne. Ouais, je viens de prendre un choc mental en revoyant le maillot d'Alice Sissoko saison 2000. En plus, je me demande si c'est pas la saison où Liverpool finit deuxième. Mais la première saison, il arrive de Lyon. Ouais. Il fait partie notamment de ce 6-0 claqué par Newcastle, mais ils finissent quand même deuxième avec Klopp. Et après, il y a. Non, c'est Ian Flanagan qui démarre. Ouais, je suis pas sûr que ça soit sous Klopp. Je pense que ça doit être sur Brendan Rodgers. Ah, Brendan Rodgers, surtout. Et je me demande si c'est pas cette saison. Le grand Ian Flanagan lui a pris sa place. Exactement, mais je me demande s'il n'est pas dans cette saison 2013-2014 où il perd le titre. Il en fait partie. Ouais. C'est vrai que son duo avec un autre Français qu'on ne va pas mentionner forcément aujourd'hui, c'est Monsieur Sakho, pardon. Mamadou Sakho, grand joueur de Liverpool aussi. Je pense qu'il a, lui par le coup, si on le fait dans un héritage, je pense qu'il y a beaucoup d'Anglais qui en parlent encore aujourd'hui par son impact culturel, et que même une belle carrière à Crystal Palace derrière aussi. Ouais, fighting spirit sur le terrain, un joueur apprécié. C'est typiquement le genre de défenseur central qui va être apprécié dans un club. En Angleterre, le mec qui met le bon tacle. Exactement. À Liverpool, on a senti qu'il était limité. Mine de rien, il a quand même porté le brassard, par contre. Oui, bien sûr. C'est pas rien d'être capitaine de Liverpool, et notamment sous le tout début de l'époque Jurgen Klopp. Et Gerrard est encore là, en plus. C'est vrai qu'on parlait d'Arsenal et de Newcastle, qui ont été les 2 clubs quasiment les plus pourvoyeurs de joueurs français en Première Ligue. Liverpool, il y a eu quelques Jérémy Aladier. Ouais, Jérémy Aladier du côté d'Arsenal. Il y a eu Bruno Chiroux du côté de Liverpool, Jimmy Traoré, Djibril Cissé. Djibril Cissé qui faisait partie des 40 joueurs, de la grosse quarantaine de joueurs un peu qu'on va dire présélectionnés. Ouais. Mais du coup, ce qu'on vous propose avant de rentrer dans le top 10, c'est de faire des mentions, c'est-à-dire des joueurs qu'on a mis dans le classement, qui ne sont pas rentrés, mais qu'on trouvait assez importants dans l'histoire des Français, des clubs anglais. Le premier dont on voulait faire une mention, alors c'est un joueur qui n'aura pas forcément marqué l'Angleterre par ses prestations, quoi qu'il était capable du meilleur comme du pire. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il est dans l'héritage. Le problème, c'est que son poste faisait que quand on est capable du meilleur, mais du pire, c'est que c'est régulièrement un problème. Ça peut être problématique. Non, on voulait parler du divin chauve, Fabien Barthez, qui a fait quand même quelques belles saisons du côté d'Old Trafford à la fin des années 90, tout début des années 2000. Bon, c'est une bonne époque de Manchester, mais c'est pas une époque où le gardien est le meilleur élément. Non. En plus, d'un point de vue héritage, il va pas laisser une très grande trace parce qu'il passe après Schmeichel et avant Van der Sar. Ouais. Et avant De Gea aussi. Et avant, voilà. Pas le même impact, hein, mais pas du tout. Non, mais Barthez, je pense que si tu regardes une vidéo YouTube de Barthez en Première Ligue, notamment ces 4 années, c'est surtout des bourdes. C'est la touche au milieu de terrain. Ouais. Alors, c'est pas forcément une bourde, mais tu le vois beaucoup sur ce magnifique but de Thierry Henry, la reprise de volée. Mais il y a aussi quelques bourdes, évidemment. Un grand gardien français peut aussi faire du grand gardien anglais en Première Ligue. Exactement. Mais du coup, son tempérament et son caractère sur le terrain a quand même marqué un petit peu. Ah oui, je pense un petit peu les Français de Première Ligue. Et puis, il a fait partie de cette vague de joueurs importants français titulaires en équipe de France qui ont commencé vraiment à s'installer en Première Ligue. C'est pas un pionnier, mais c'est un des mecs qui, dans la grande période des Français
en Première Ligue a été un des plus importants. Ouais, Donc, il est à peu près là, il est là dans les Invincibles. Donc en fait, les Invincibles prennent toute la lumière à ce moment-là, mais il fait partie des joueurs extérieurs d'Arsenal surtout, exactement. qui peuvent continuer à ouvrir les portes à d'autres joueurs français. C'est ça. Autre joueur dont on voulait vous faire une mention, c'est un joueur qui a porté le brassard de son club. On vous parlait de Steve Malbranck qui a fait une très très belle carrière en Angleterre. Il y a un autre très 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 bon joueur qui a fait une très belle carrière en Angleterre. C'est un défenseur central, c'est Sylvain Distin. Et oui, Sylvain Distin fait partie Ouais, de ce classement. exactement, formé au PSG, qui a jamais eu la possibilité de découvrir l'équipe de France, qui a fait quelques clubs. Il a fait une saison du côté de Newcastle, il a fait 4-5 ans du côté de City, 2 saisons du côté de Portsmouth à l'époque où Portsmouth est en première division. Ouais. Et il fait surtout 6 ou 7 saisons du côté d'Everton. Il va jusqu'à porter le brassard à Everton. Et dans ces années-là, donc là, on est toute fin des années 2000, début des années 2010, milieu des années 2010. C'est la pierre angulaire en défense centrale, souvent à côté de Jagielka à l'époque. Pas le joueur le plus rapide, Sylvain Distin. Non, il était souvent décrié pour ses stats sur FIFA, ça je m'en souviens aussi. Cette époque-là, c'était tout sur la vitesse, mais c'était un grand capitaine. Moi, je l'ai découvert, tu vois, un peu genre le bras au-dessus des épaules de Jermaine Defoe à Portsmouth. Tu vois, c'est les grandes années Portsmouth où ça joue dans un stade magnifique. C'est Fratton Park, je pense, de souvenir. David James dans les buts. David James. Et puis, j'ai l'impression qu'il joue quand même la Coupe d'Europe avec Portsmouth et peut-être une Coupe de l'UEFA. Je crois qu'il joue la Coupe de l'UEFA. Ça doit être aussi l'année avec l'Asdiara. Ouais. Il est aussi dans le mur pour le fameux coup franc de Ronaldo face à David James. Il était très bien aux premières loges. Première loge, magnifique. Même si tu dois quand même te retourner pour le voir. Quand même. Oui, c'est ça. Mais comme il était lent, il n'a pas tout vu du coup. Non, mais tu l'as mentionné, très grande longévité. Tu as oublié à la fin Bournemouth. Ouais, il va faire une petite pige, une belle saison à Bournemouth. Ouais, Bournemouth. Et c'est quand même 450 matchs de Première Ligue. Le joueur de Première Ligue étranger à avoir le plus de matchs. Ça, c'est la stat de ouf. Voilà, ça pose un homme. C'est notamment pour cette stat-là et cette côté longévité qu'il est rentré nous dans le top 10. Ah, il a pris beaucoup de points là-dessus, ça, c'est sûr. Il a pris beaucoup de points et de toute façon, moi, c'est un joueur, quand je pense à la Première Ligue des années 2010, c'est un mec, je l'ai très très bien en visu avec ses différents maillots et surtout avec celui d'Everton, notamment dans les derbies de la Mersey. Mais joueur très 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 solide de ces années-là, 2000-2010 en Première Ligue. Autre mention dont tu voulais nous parler, Tom, autre défenseur central. Autre défenseur central, on va avoir un grand top 10 des défenseurs centrales français. C'est le grand Laurent Koscielny, qui, je n'avais pas imaginé arriver aussitôt, mais arrive effectivement très tôt en 2010. En provenance de Lorient. En provenance de Lorient. Allez voir l'épisode récemment sur Lorient, c'est assez important sur la formation. Il a contribué au très très bon lien entre le club d'Arsenal et le club de Lorient, où il y a eu des transferts avec Aliadia, il y avait Campbell qui avait été prêté aussi. Très bien. Non, Koscielny, alors évidemment, on pense un peu comme Barthez, on pense évidemment à beaucoup de bourdes, des cartons rouges, des pénaltys concédés, mais c'est aussi capitaine d'Arsenal durant des années où on gagne beaucoup. Je dis on, mais c'est Arsenal. Tu portes pas le maillot d'Arsenal, a priori. C'est clair. La grosse erreur, la grosse bourde, où il gagne beaucoup la FA Cup. C'est quand même 3 ou 4 trophées sur un espace de 5 ans. Très pote avec Olivier Giroud, un mec qui a eu beaucoup de commentaires sur Canal+, donc forcément un mec qui a de l'impact. Et fondamentalement, c'est un joueur solide. Alors évidemment, la crête faisait passer pour un bad boy, mais finalement, c'était plutôt un joueur pas forcément élégant, mais qui restait relativement debout, qui défendait dur sur l'homme, qui a appris très rapidement comment bien défendre. Très belle qualité de relance. Très belle qualité de relance dans un Arsenal qui en avait besoin. Tu vois, c'est les années avec le but de Wilshere notamment, ça jouait vraiment au foot. Malheureusement, pour Koscielny, qui ne le fait pas augmenter plus, c'est le niveau de jeu qui, alors comme j'ai dit, les erreurs, mais il fait partie aussi de toutes les erreurs dans les compétitions européennes, notamment les multiples buts concédés contre le Bayern et le Barça, qu'ils enchaînaient tous les ans des 5 ou des 6-1, et à chaque fois, il en fait un peu partie, que ce soit parce que penalty, parce que carton rouge, ou parce qu'il est juste mauvais, quoi. C'est ça, la description qu'on vous fait de Koscielny, d'un joueur très bon défensivement en termes de qualité, un joueur très très propre techniquement, un super défenseur central, qui a aussi quand même, grâce à sa très belle carrière à Arsenal, qui doit durer 7 ou 8 ans, dont notamment une bonne partie avec le Capitana. Bien sûr. C'est ce qui lui permet aussi d'être un titulaire indiscutable malgré les blessures, notamment sur la fin en équipe de France.
Mais Donc c'est il doit vraiment être à l'Euro 2016 notamment. exactement en raison de blessure. Il doit être à la Coupe du Monde 2018. Hein. Surtout. Adil Rami ne serait jamais sur si Koscielny Non. avait été là. Bah, surtout, Titi ne démarre pas la Coupe du Monde. Exactement. C'est Varane Koscielny quand même 2014, c'est ça. Exactement. Et le truc qui dessert Koscielny, tu parlais de ses performances dans les très grands matchs, mais c'est qu'en fait, il est à l'image d'Arsenal de cette période-là. Ouais. C'est un joueur très très propre dans une équipe qui joue très très bien au football, sous Arsène Wenger, mais qui par contre, dès qu'il y a une question de rythme, une question d'intensité et surtout une question en fait de savoir élever son niveau, il répond pas suffisamment présent. Pour le défendre, je pense qu'il aurait été dans un autre effectif que celui d'Arsenal, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était le club d'Arsenal qui à ce moment-là ne fonctionnait pas sur ces caractéristiques-là. Je pense qu'on l'aurait mis à City ou à Manchester United dans ces époques-là. Il aurait très très bien marché. Est-ce qu'il aurait été forcément titulaire? Je sais pas, ça dépend forcément des autres, mais c'est vrai que l'effectif, il y a beaucoup d'erreurs que lui forcément commet parce qu'il est dernier homme, parce que ça défend pas bien à côté. Socrates par exemple, c'était pas terrible. Toujours devant lui, notamment Pires et Ljungberg. Ouais, il y a même eu au début de sa période d'Arsenal, il y a Bergkamp aussi devant lui. Donc c'est un joueur solide, important dans la rotation, mais pas forcément tout le temps titulaire. Je suis d'accord justement, avec l'Euro 2000, c'est la rotation parce qu'il rentre et qu'il fait Marcus but là. Donc l'important de la rotation, c'est un très très bon joueur fondamentalement. C'est un joueur talentueux et technique. Mais je ne sais pas forcément si c'est les blessures ou le manque de rythme ou le manque de longévité, pas de longévité, mais de continuité dans ses performances qui a fait qu'Arsène n'a pas pu le mettre devant un Pires qui évidemment était absolument énorme. Exactement, et finalement c'est pour ça qu'il rejoint, il n'a pas une longévité de dingue et qu'il revient en France du côté de l'OL. Une belle carrière, pas de souci là-dessus, et évidemment champion de France avec l'OL. Exactement. On quitte pas Arsenal, on va vous parler d'un autre joueur alors qu'il a joué dans un autre club londonien pour une saison du côté de Chelsea, mais il a surtout fait 3-4 très belles saisons du côté d'Arsenal. C'est Emmanuel Petit, la plus belle queue de cheval de Première Ligue. Hein. Oui, il y a eu David Seaman, mais je ne sais pas si c'est encore Première Ligue à ce moment-là. Si c'est encore Première Ligue, David Seaman a été quand même très belle. Dans les années 2000. Ouais. C'est même le gardien titulaire des Three Lions en 2002. Oh, ce but face à Ronny. Voilà, le coup franc de Ronaldinho. Non, Emmanuel Petit, milieu de terrain polyvalent, increvable, pièce élémentaire du tout début des Gunners version Arsène Wenger, qui l'avait fait venir de Monaco où il l'avait eu sous ses ordres. Donc voilà, un joueur plutôt solide qui manque, on va dire, de. Pourtant, c'est un joueur qui était très très important et un des meilleurs à son poste à l'époque. On le voit en 98 où il est titulaire, mais voilà, c'est pas le joueur le plus talentueux, c'est pas le joueur qui aura le plus marqué la Première Ligue, mais ça reste un élément très 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 solide du contingent français en Première Ligue. Je pense que par rapport à d'autres joueurs un peu à son poste, offensivement, il manquait un peu les frasques pour être un joueur frisson. Exactement. Constamment. Et même défensivement, il y a d'autres joueurs qu'on mentionnera dans cette liste qui étaient plus physiques, même plus techniques que lui, qui ont plus marqué par leur impact au milieu de terrain. Petit me marque pas comme le joueur qui contrôle genre à la pieuvre un peu. C'est ça. Voilà. Donc c'est un très bon joueur, pas de souci là-dessus. Il marque le 3e but en Coupe du Monde, fait 3 belles saisons à Arsenal. Chelsea un peu moins, mais c'est le Chelsea en pré-Mourinho qui vient de se faire racheter, notamment cette dernière saison. Mais c'est pas l'énorme joueur, mais il fallait totalement le détour et c'est un grand joueur de Première Ligue. C'est ça. Autre joueur qui a joué avec Petit du côté de Chelsea dans la seule saison de Petit avec Chelsea, c'est le grand Marcel Desailly. Le plus beau rire de France. Le plus beau rire de France, ouais. Un des meilleurs commentateurs, les fameuses frappes à la Mich Balfour, ça on s'en remettra jamais. Enfin, en tout cas, moi, je m'en remettrai jamais. Joueur excellent, probablement un des meilleurs défenseurs centraux que l'équipe de France ait connu. Alors, pourquoi on ne l'a pas mis plus haut? Parce qu'il fait quand même 6 saisons très 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 solides du côté de Chelsea. Déjà, il y a son manque de palmarès très important. Ouais. C'est pas encore le grand Chelsea. C'est pas le grand Chelsea. Il commence à contribuer à la renaissance de Chelsea. Il y a aussi Franck Leboeuf, Didier Deschamps comme français dans ces années-là. C'est un joueur très important. Maintenant, il fait des très bonnes prestations individuelles, mais ses meilleures saisons elles sont quand même du côté de Milan, juste avant. C'est-à-dire que Desailly vient juste après la Coupe du Monde 98, du côté de Londres, du côté de Chelsea. Et puis même une belle période à Marseille aussi, inclusivement. Aucune. Non, mais très, très bon joueur, très solide, mais qui, dans nos classements à nous,
pouvait pas vraiment se démarquer face à la concurrence. Exactement. Et puis c'est pas, enfin je sais pas toi, mais moi c'est pas le premier joueur qui me vient en tête quand on parle de Français de première ligue, tu vois. Non, Moi non, vraiment j'associe pas. plus à effectivement Marseille et le Milan. On voit très bien le maillot qu'il portait, Voilà. un sorte de col blanc, un truc très très stylé, mais c'est pas le premier nom qu'on a en tête. Ouais. Autre mention, tu voulais nous parler. C'est Monsieur Hugo Lloris, le plus beau jeu au pied de Première Ligue. Alors, avant que tu continues, c'est le premier joueur qu'on cite dans les mentions, toujours en activité Ouais. et toujours en première ligue. Et qui continue, hein, malgré Petecchi qui essaie de recruter régulièrement des gardiens pour le mettre en concurrence. Il continue d'être titulaire, il continue normalement dans 2 mois d'être titulaire en équipe de France, surtout si Maignan continue de se blesser. C'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à s'installer. Hein, pour ceux qui rappellent un peu, en 2012, il arrive de Lyon, il est déjà titulaire en équipe de France, mais il se fait devancer par Brad Friedel, le gardien chauve de 40 ans américain. En fait, c'est les choix d'André Villas-Boas qui se fait rapidement limoger. Voilà, exactement. Il joue la Coupe d'Europe, il concède ce magnifique but d'Umtiti, White Hart Lane, mais il s'est progressivement installé. Il a un peu le syndrome de Rea, c'est-à-dire qu'il ne sait pas sortir sur un corner, il ne sait pas s'imposer dans les airs, mais alors sur sa ligne, il y a très peu de joueurs, à son poste évidemment. Luis Suarez, évidemment, ne jouait pas à ce poste-là, mais sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs, quelle que soit la nationalité. Il a encore prouvé ce week-end dernier qu'il sait faire des arrêts de grande classe. Sur les qualités intrinsèques, il y a effectivement, tu le disais, des saisons avec des hauts, des saisons un peu plus basses, même si ça reste quand même un gardien avec un niveau global. Il a 3 très très bonnes saisons à cheval sur la Coupe du Monde. Sur la post-Coupe du Monde et l'après-Coupe du Monde. Ouais, et la belle épopée de Tottenham en Ligue des Champions en 2019. Exactement, où il est très très important. Il revient bien là. Malheureusement, c'est un peu à l'image de Tottenham de ces années-là, et notamment des très bonnes années de Lloris sous l'ère Pochettino. Ouais. C'est que Lloris est très bon, Tottenham est très bon, mais il n'y a pas de titre à la clé. Ouais. Il passe toujours un peu à côté, et c'est une des cases qui lui manque pour aller plus haut, malgré le fait qu'il soit capitaine, malgré toutes ces choses-là. Et puis il y a un moment, je suis désolé, mais quand on affronte l'OL en Ligue Europa, on ne laisse pas passer les frappes, même si elles vont en lucarne. C'est l'argument principal qui fait que. S'il arrête cette demi-volée de Umtiti, il est dedans. Bah, nous, on le renie totalement à ce moment-là. Ouais. Mais, et puis, il se dépose un peu parce que niveau de jeu au pied, qui n'a jamais été très bon, il adore faire une touche. Et puis, malheureusement, c'est un peu comme le Ballon d'Or, c'est compliqué de mettre des gardiens plus hauts dans des classements. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça parce qu'en termes de longévité, de niveau, c'est 20e. Ouais, de niveau global, il pourrait être plus haut, quoi. Mais ouais, capitaine de Tottenham, quand même. Il nous reste, capitaine de Tottenham, ouais. Il nous reste quand même, et puis d'un Tottenham qui revient, qui n'est pas le Tottenham du début des années 2000, un Tottenham qui joue plutôt au milieu de tableau. Il nous reste 3 joueurs à mentionner, on va vous les faire assez rapidement avant de rentrer dans le détail de notre top 10. Mais là, c'est 3 joueurs qui commencent à gratter vraiment. Nous, on vous explique, hein, on a fait, vous l'avez compris, avec les coefficients et les notations, on a fait un classement qu'on a combiné chacun de nous deux, on a additionné. C'est des joueurs qui parfois sont dans notre top 10. Là, ils sont dans nos mentions, mais selon soit Tom, selon soit mon classement, pouvaient être dans les 10. Le premier, c'est un joueur qui est toujours en activité, mais plus du côté de la Première Ligue. C'est un joueur qui va peut-être devenir très rapidement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est bien sûr Olivier Giroud. Ouais. Monsieur match amical. Monsieur match amical, mais monsieur, je mais quand même beaucoup de buts en première ligue. Non, mais alors, longtemps, je pense qu'il y a eu une grande discrimination face à Giroud, évidemment. Tout l'épisode lui versus Benzema n'a pas aidé. Son niveau de jeu fondamental n'a jamais eu franchement le regard qu'il aurait dû avoir. Je pense qu'on le revoit encore cette semaine avec son grand match dans l'équipe de France. Il combine très bien, c'est un joueur très intéressant qui marque 2 années d'affilée dans le derby de la Madonnina comme avec Milan. Il est adoré de tous les supporters de Milan aujourd'hui. Et je pense que partout où il est passé, même à Arsenal où ça allait un peu moins bien, il était aimé des fans parce que c'est un joueur déjà sympathique, une très bonne image. Ouais, c'est le genre de joueur, tu te dis, il y a mieux à son poste, mais finalement, il finit toujours par être titulaire parce qu'il finit toujours par planter ses buts. J'ai l'impression qu'il marque toujours les 15 buts chaque saison. Là, je regarde ses stats Arsenal, juste en Première Ligue, hein, on ne prend pas toute compétition confondue. Première Ligue, il fait sur ses 5 saisons Arsenal, il est jamais à moins de 11 buts. Ouais. Alors, il dépasse jamais les 20. Et sur ses 5 saisons Arsenal, toute compétition confondue, il est quand même à 133 buts. C'est quand même un mec qui marque beaucoup en Coupe d'Europe aussi. Et en Coupe tout court. Et en Coupe tout court. Et avec Chelsea, alors on se souvient de la période Chelsea, c'est la période où on a beaucoup de questions en équipe de France avec Deschamps qui continue de prendre Giroud, alors qu'il est vraiment remplaçant du côté de Chelsea. Mais par contre, à chaque fois qu'il joue avec Chelsea, il plante.
Surtout en Coupe d'Europe. surtout en Coupe d'Europe. On se souvient du but contre l'Atlético il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Ouais, sur le chemin de la Ligue des Champions. Exactement, donc c'est quand même 133 buts, toutes compétitions et des confondues. beaux buts. Ouais. Des beaux buts, quoi, à chaque fois. C'est le coup du scorpion, le retourné effectivement contre l'Atlético. Il marque tout le temps. C'est pas un top thème qu'on devrait faire ça un jour. Le top thème des joueurs, pas les plus fantastiques, mais qui ont des top goals incroyables. Tu as des Shaqiri, des Giroud qui sont comme ça. Mais alors, on en a parlé à la dernière soirée. Exactement. Philippe Mexès serait très très haut dans ce classement. Exactement, ça serait peut-être le seul classement. Non, je rigole, il est très très bon défenseur. Donc 133 buts toute compétition confondue avec Arsenal, 56 avec Chelsea. En PL, c'est je crois le 3e meilleur buteur français de l'histoire de la Première Ligue. Il a dépassé les 90 buts. Donc c'est quand même très très solide. Et c'est pas des pénaltys en plus. Et c'est pas des pénaltys, donc non, Giroud, joueur très très solide. Autre joueur dont on voulait vous parler, qui gratte ses places dans le top 10, mais qui rentre pas, un ancien Lyonnais. Monsieur Florent Malouda. Monsieur Florent Malouda. Alors toi, Tom, tu l'avais mis plus bas que moi. Moi, j'ai un souvenir de Malouda comme une sorte de mec inamovible selon les coachs qui passent à Chelsea. Un petit peu comme Giroud, c'est pas forcément le mec où on se dit tiens, milieu latéral, enfin milieu de côté ou ailier, même à la fin de sa carrière. Alors, moins du côté de Chelsea, c'était plus quand il est redescendu dans l'axe pour compléter les 3 du milieu à l'intérieur. Et finalement, on arrive toujours à compter sur lui parce que c'est un joueur très solide. Et très aimé de Gus Hiddink notamment. Très aimé de Gus Hiddink, très aimé à l'époque d'Ancelotti aussi. Ouais. Il fait des très grosses saisons. Je crois qu'il doit faire des saisons où il marque pas mal de buts, je vous trouve. Alors, je pense que le plus important avec Malouda, c'est que c'est un joueur qui travaille dur, qui était très aimé des supporters. Ouais. C'était pas forcément le plus technique. Il a une très belle carrière en équipe de France. Il a marqué beaucoup de buts aussi. 80 sélections en équipe de France. Ouais, exactement. Moi, alors, c'est pas la plus belle période de l'équipe de France, notamment, mais moi, je l'ai mis plus bas parce qu'il y a évidemment le crève-cœur du départ de l'OL, notamment. Et que pour moi, dans le trio d'attaque avec Drogba et Kalou, c'était plus Kalou qui m'a marqué que Malouda. Après, voilà, c'était un trio pas iconique, mais très très bon trio devant, qui a gagné beaucoup de titres quand même. Ouais, non, c'était complètement d'accord. C'est un joueur qui, sur toutes ses saisons, joue plus de 20, 25 matchs, voire plus de 30 matchs à chaque fois, donc très solide. La Coupe d'Europe, 2 Coupes d'Europe, une Europa League et une Ligue des Champions. Et un championnat. Je suis pas sûr qu'il soit dans la Ligue Europa, dans l'Europa League. Je suis pas sûr qu'il soit dans l'Europa League. Ça se vérifie, mais en tout cas, c'est un joueur très solide qui fait 2 saisons à plus de 15 buts, toutes compétitions confondues, dont une et saison. Il adore l'assist. L'assist avec Drogba, il adorait ça. Exactement, une patte gauche incroyable, et quand vous avez un buteur comme Drogba, non, c'est assez colossal. Donc ouais, il est champion d'Angleterre quand même en 2010 avec Chelsea. Il gagne la Ligue des Champions en 2012 où il rentre en cours de jeu, et il est surtout assez important dans tout le parcours. Donc non, c'est un très bon joueur. Ouais, il n'est pas dans la Ligue Europa. Il n'est pas dans la Ligue Europa parce qu'il part en 2012. Il est, je pense, assez important aussi dans le parcours de Chelsea en 2008. J'ai l'impression d'une belle performance à Anfield notamment. Je m'en souviens très bien de cette performance. Le 11e, alors moi c'est un joueur pour le coup que moi j'avais mis vraiment dans le top 10. Toi on a été kiff-kiff. Je pense que c'est le problème et l'avantage de la matrice, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous les deux mis numéro 10. Mais en fait, comme il y avait des 11, toi de ton côté qui n'étaient pas moi dans le point. Ouais. Voilà. Et que fondamentalement, c'est un peu le numéro qu'il a aussi 10, qu'il a malheureusement fait descendre, c'est William Gallas. Ouais, on en parlait tout à l'heure. William Gallas, il a marqué la première ligue de son empreinte en termes de français parce qu'il a quand même joué un très très bon niveau. Très bon niveau. Mais il a fait les 3 clubs de Londres. Il a joué dans des très grands clubs. Arsenal, Chelsea, Tottenham. Mais voilà, déjà... Capitaine dans les 3, je pense, il me semble. Ouais. Déjà, capitaine dans les 3, quand même. Alors, moi, j'ai connu des Parisiens qui finissaient capitaine à l'OM, les DU. Ça ouais, mais alors 3 fois. Lui, Chelsea, Arsenal, Tottenham, en plus à la foulée. C'est pas tu fais un club entre. Non. Mais alors, attends, la vraie question, c'est est-ce qu'il déménage? Ça, c'est une bonne question. Parce que Chelsea, c'est de l'autre côté quand même. Hein. Chelsea, c'est de l'autre côté. Par contre, Tottenham, Arsenal, il n'y a pas de souci. Après, j'imagine que les œufs qui ont volé sur sa fenêtre, il y a peut-être un moment donné où il s'est dit, c'est vrai, peut-être changer de coin. C'est vrai. Mais non, William Gallas, joueur extrêmement solide, pierre angulaire du début du Chelsea des années Mourinho. Ah bah il fait partie de cette année-là où il concède style 15 buts sur la saison ou un truc comme ça. Exactement, c'est un joueur qui plante pas mal pour un défenseur central. Il est très important sur les but de la tête. Très important sur les coups de pied arrêtés. Donc il fait quand même 5 ans du côté de Chelsea avec 225 matchs. Il va faire ensuite de 2006 à 2010 à Arsenal avant de finir par 3 saisons à Tottenham. C'est dans ces moments-là où il porte le fameux numéro 10. Là, je vois quand même 32 buts en première ligue. Hein. Ah oui, non, c'est du c'est du très buteur pour un défenseur central, 2 titres. Et c'est un joueur qui, alors lui, au-delà de ça,
Ce qui peut aussi jouer, c'est sa voix, parce que sa voix, je n'ai jamais compris, moi, sa voix. C'est vraiment pour ça qu'on fait ces classements. C'est la Ouais, voix de William Gallas. c'est la voix Et de son William numéro Gallas. 10. Mais non, c'est quand même assez fou de se dire que le joueur a réussi à être capitaine. Donc, au-delà de son niveau de jeu réel, parce que ça a quand même permis d'avoir une grosse cinquantaine de sélections en équipe de France, Ouais. être capitaine dans 3 clubs rivaux, Ah, mais à la il s'est suite, imposé. ça vous montre le bonhomme, ça Ouais. vous montre le garçon et ça vous montre le côté capitana et caractère du garçon. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le même problème qu'avec Koscielny, c'est-à-dire qu'il est régulièrement aussi dans ces années-là d'Arsenal où ça va pas trop, qu'il concède beaucoup de défaites. Et pareil, quand il arrive à Tottenham, c'est les années de Villas-Boas, c'est pas monstrueux, hein. C'est Adebayor devant et Il forme d'ailleurs une charnière franco-française un petit bout de temps avec avec, Younes Kaboul. à Kaboul, c'est ça. Avec Younes Le grand Kaboul, Kaboul. Younes Kaboul, pareil, hein, qui a été un Lui, joueur lui, pour le coup, longévité pas mal. longévité pas mal, qui a été un joueur solide de Premier League malgré les Claire, pépins notamment. physiques. Bon, on a fini pour les mentions, on a été un peu long parce qu'il y a énormément de Ouais. joueurs à évoquer. On va maintenant rentrer dans le top 10, dans le top 10 de ce top 10. Et le premier joueur, en 10e position, c'est un des Français qui a joué pour le plus de clubs en Première Ligue, si ce n'est le plus. De plus de clubs tout court. Hein, Ouais, oui, c'est vrai. Ou en tout cas, le plus de changements de club, parce qu'il a bien aimé faire aussi, je reviens dans un club. Alors, il l'a fait une fois. Ouais, bah, alors le plus de transferts, ouais. Ouais. Sans forcément que les prix soient exorbitants. Hein. C'est évidemment Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, c'est 13 saisons et quelques cacahuètes en Première Ligue, parce qu'il a fait des petites piges par moment ou des prêts sur des deuxièmes parties de saison. Ce qui marque, moi, la carrière de Nicolas Anelka en Première Ligue et avec des équipes anglaises, c'est qu'il n'y a rien de linéaire. Que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de standing de club et de même d'évolution de carrière. Il arrive du côté du PSG où il fait 3 saisons, où c'est une des révélations de la Ligue 1. Il commence à être pris en équipe de France. Il signe pour, je crois, 40 millions à l'époque, ou 30 millions du côté d'Arsenal. Il a 18-19 ans. Donc ça devient une coqueluche du côté d'Arsenal. Il fait 3 bonnes saisons à Arsenal qui lui permettent ensuite de s'envoler du côté du Real où ça va être un petit échec. Il va repasser par Paris. Il va être prêté à Liverpool une demi-saison. Donc là, on est sur un côté grand club. Et ensuite, il va connaître des plus petits clubs. Alors, il connaît Manchester City, mais attention, le Manchester City de l'époque, pas le Manchester City d'aujourd'hui. C'est le Manchester City qui se bat pour le milieu de tableau, pas de relégation. Il fait 3 saisons là-bas. Il fait 2 saisons du côté de Bolton. De Bolton. Ah, ça, c'est des belles saisons aussi. Les Wanderers. Le Bolton Wanderers, oui. Bah, c'est un peu Bolton, ceux qui connaissent moins, parce qu'ils sont un peu descendus dans les échelles du foot anglais aujourd'hui. C'est pas le Stoke-on-Trent, mais c'était un peu dans ces eaux-là. C'est vraiment le milieu du pays complètement perdu et que personne ne veut vraiment venir jouer. Mais lui est venu. Le Reebok Stadium. Le Reebok Stadium. J'adorais. Très très beau. C'est un club qui manque, Bolton. Ça fait longtemps là qu'on les a pas vus en Première Ligue. Dans le top 10 des clubs qui manquent. Ouais, et ben moi c'est un club qui me manque. Et donc en tout cas pour revenir à la carrière d'Anelka, il a une carrière pas très linéaire mais d'ailleurs en club, que ce soit avec des clubs de Première Ligue ou pas. Il fait des bonnes saisons à City, mais il part au Fenerbahçe dans la foulée. Il revient à Bolton. Là à Bolton, il enchaîne 2 saisons à plus de 10 buts. Donc on est au milieu des années 2000. Et là, il y a Chelsea qui sent le bon coup, qui se dit bon, c'est un joueur qui a été très bon jeune, qui a été prometteur, qui s'est un peu dans les meilleures années de sa carrière, qui en plus a un comportement assez compliqué. Oui, justement, malgré le comportement, ils sont quand même allés le chercher. Exactement, ils sont quand même allés le chercher. Et là, en fait, il réalise ses plus belles saisons, même mieux qu'Arsenal quand il est tout jeune, du côté de Stamford Bridge. Ouais, le petit col rouge là sur le maillot de Chelsea, là, il faisait très mal aux supporters, je pense, mais fondamentalement, il était très fort. Lui et Drogba, c'était quand même monstrueux. Alors j'ai quand même vérifié parce que derrière, il va quand même à West Brom, mais il n'arrive pas la même saison que Lukaku. À 1 an d'écart, ils ont quand même enchaîné Lukaku et Anelka qui le remplace. Il fait une pige après Chelsea, une pige de 6 mois ou une saison, mais où il joue assez peu avec West Brom, il est assez vieux. Et puis il y a cette histoire de la quenelle aussi, mais là on est plutôt mais alors, des années 2012, 2013, 2014, ça doit être dans ces eaux-là. Il fait 13-14 à Bromwich. Ouais, mais il fait 5 ans à Chelsea, alors surtout 4 saisons où il est quasiment titulaire. C'est soit la doublure de Drogba, soit il joue avec Drogba. Il jouait notamment à 2 devant en finale Ligue des Champions. Qui malheureusement, c'est aussi lui qui rate le penalty décisif. Avec son numéro 39, il rate le tir au but. Là, c'est peut-être ça, pareil, comme Gallas, c'est un choix de numéro. Ouais, peut-être. C'est cette finale 2007-2008 contre Manchester United où il rate son tir au but. Mais il a quand même un beau petit palmarès. Il gagne 2 Premières Ligues, 97-98 avec Arsenal. Mais est-ce qu'il a un vrai rôle en 97-2008, 97-98, il joue un petit peu. Il joue même pas mal. Il plante un peu. C'est surtout la saison d'après, saison 98-99, où il est élu dans le 11 type de l'équipe de la saison.
en Je me demande première s'il ligue. n'est pas genre style rookie ou jeune Il est de la élu saison meilleur jeune. Il est 97. élu meilleur jeune de première ligue et c'est après ça qu'il va filer du côté du Real. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, c'est un joueur qui a vraiment connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, qui a joué dans de très grands clubs et dans des clubs plus petits. Quand on parlait de la saison 2009-2010, il est champion. Un an avant, la saison 2008-2009, il finit meilleur buteur avec 19 buts de première ligue. Alors, c'est pas un total Non. ahurissant. Surtout quand on voit des 32 aujourd'hui. Non, les 23, c'est 23 aujourd'hui, Son, Salah. Exactement. De toute façon, en première ligue, il faut le savoir, tu ne feras pas une saison à 35-40 buts. C'est très rare. C'est pas je ne veux pas critiquer la Ligue 1, mais dans ces eaux-là, c'est très compliqué de faire plus. Attention à Erling Haaland qui va probablement péter le ouais, record. c'est ça. Mais lui, on a eu Salah qui l'a fait, c'est assez rare. Ça souligne vraiment. Tu vois, même les Shearer, dans ses grandes années, il faisait pas vraiment plus que 25. Agüero, pareil. Alors, même si Agüero a eu beaucoup de blessures, mais donc ces années-là, 19. Alors, c'est pas monstrueux, mais c'est solide. Quand tu fais une saison à 30 matchs, par exemple, 19 buts, c'est deux matchs sur 3. Quoi. Exactement. Donc, on le disait, Anelka, pour clore un petit peu le pourquoi on l'a mis dans ce top 10 et pourquoi on l'a mis en 10e position, au-delà de sa finale de C1 perdue avec Chelsea, 2 PL, une avec Arsenal, une avec Chelsea, un titre de meilleur buteur, 3 cups, une avec Arsenal, 2 avec Chelsea. Ce qui est pas mal aussi en termes d'héritage, alors c'est l'héritage de Chelsea et la globalité, mais c'est que, enfin de Chelsea et de Arsenal, c'est que quand ils gagnent le championnat, ils gagnent la coupe la même année à chaque fois. Ouais. Donc mine de rien, ça rajoute à l'effet, c'est une équipe il est vraiment important dans une équipe qui domine. Ouais. Donc ça, c'est important. Et qu'il est très bon. Quoi. Il est très bon. Alors, bien sûr, il se blesse. La première période à Arsenal, il est un peu jeune. Il a un peu de mal à s'installer. Alors, je parlais évidemment de son apparition dans l'équipe de la saison. Donc, évidemment, il s'est installé à un moment ou l'autre. Mais il y a des échecs un peu partout. L'équipe de France notamment. Ouais. Mais en dehors des blessures, c'est un joueur monstrueux avec une vraie carrure, une vraie vitesse. Une frappe de balle. Quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de l'équipe de France. On connaît ses débuts, ses problèmes au début et au milieu de sa carrière dans les années 2000, notamment ses problèmes avec les coachs. Le moment où il devient très important en équipe de France, jusqu'à la tristement affaire de Naïsna avec Domenech, mais c'est les années après l'Euro 2008 jusqu'en 2010. Et en fait, c'est ces 3 saisons où il est stratosphérique. Enfin, il est vraiment très très bon en tout cas. Il laisse Benzema carrément sur le banc pendant que lui il explose en Ligue 1. Quoi. Exactement. Moi limite, on aurait pu réfléchir à le mettre plus haut. En tout cas, le pourquoi pour nous il est indispensable qu'il soit dans le top 10, tout simplement, c'est le 2e meilleur buteur français de l'histoire du championnat anglais. Ouais, tout simplement. Et rien il fait 13 saisons. Quoi. Il fait 13 saisons et rien qu'en première ligue, c'est 125 buts. C'est énorme. Il y a un seul autre joueur dont on parlera évidemment beaucoup plus haut qui a marqué plus de 100 buts en étant français en première ligue. C'est quand même, je crois que j'ai regardé, il est quand même 17 ou 18e meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Mais c'est tout simplement énorme. Alors bien sûr, 13 saisons, ça aide. Mais alors c'est la longévité un peu bizarre parce que tu changes tellement de club. Donc longévité, tu penses forcément à Maldini, Giggs et compagnie. Mais lui, c'est une longévité différente. C'est une longévité diffuse avec plusieurs clubs, avec des changements de maillot. Mais à chaque fois, il est revenu. À chaque fois, il s'est imposé. À chaque fois, il a marqué. Exactement. On a fini sur Nico Anelka, donc 10e de notre classement, et on arrive en 9e position, Tom. Le grand Samir Nasri, ou le gros Samir Nasri, je sais plus. Alors, immense, il n'a jamais été. Non, alors, moi, je l'ai mis beaucoup plus haut que toi. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi. Alors, moi, je l'avais mis gratter le top 10. Ouais. Ça ne me choque pas qu'il soit 9e. Tiens, vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu le parcours de Nasri et pourquoi tu le mets aussi haut. Nasri, évidemment, c'est un crack à Marseille. Tout d'abord, il explose un peu. Ben Arfa. C'est pas le crack à Marseille, c'est non. Le crack à Marseille. Hein, parce que c'est quand même beaucoup de problèmes de drogue dans cette ville. On ne veut pas s'attirer des ennuis. Bien sûr. C'est le crack de Marseille. C'est le crack de Marseille. Bon, bref. C'est à peu près la même époque où il explose avec Menez, avec Benzema, avec Ben Arfa. Une très belle génération qui s'est superbement imposée dans le monde du foot. La génération 87. La grande génération 87. Un très bon bouquin dessus, notamment. Et il gagne l'Euro 2004 des U20 et compagnie. Il se fait remplacer par Ben Arfa quand lui part en première ligue. C'est un très très grand espoir du football français. Évidemment. Il confirme dans ses premières saisons pro du côté de l'OM. Évidemment. Et il est très pote avec Benzema. Il fait sa première passe décisive lors de leur début cumulé contre l'Autriche en 2007. Mais il arrive en 2008 à Arsenal après 2 ou 3 très bonnes saisons à Marseille. Il est meilleur espoir, je pense, que la saison de son départ. Ouais, exactement. Et il arrive dans l'Arsenal qui est en reconstruction avec Eduardo devant, avec Gilberto Silva vraiment à la fin, Clichy, Sagna. Exactement, c'est le Arsenal qui continue à recruter français, qui continue à recruter des jeunes potentiels, mais on est déjà rentré dans le projet Emirates. Ouais. Donc, ils ont déjà déménagé surtout. Ils ont déjà déménagé, du coup ils n'ont plus les moyens de l'époque. Ah, c'est sûr. Les grands joueurs du début des années 2000 sont partis. Ouais.
Donc il n'y a plus Pires, il n'y a plus Wiltord, il n'y a plus il y a- Vieira, il n'y a plus À Henry. la place, c'est du Keshi, du Sanya, qui eux étaient dans les 30, Exactement. plus de 40. Abu Dhabi aussi, dans ces eaux-là, quand ils jouaient, Adebayor devant, Van Persie. Van Persie. Alors, Van Persie, justement, meilleur acolyte du monde, ils se sont super bien entendus pendant 3 saisons. Van Persie a surtout fait une très très grande saison, la saison avant qu'il parte à United, mais Ouais. les saisons à pleine de Van Persie sont régulières à ce moment-là, et c'est grâce notamment au duo de choc Nasri et Fabregas comme milieu de terrain. C'est ça. Il y a ce milieu de terrain et cette complicité. Ouais. Et ce match à Barcelone, quoi. Ouais, il y a ce match à Barcelone qui est stratosphérique. Avec Wilshere. Mais cette complicité-là avec Fabregas au milieu de terrain, elle est incroyable. Et on sent Nasri qui progressivement monte en puissance en Première Ligue. Et c'est aussi c'est la période où vraiment en Première Ligue commence à s'installer Fabregas, Nasri, des profils qui ne sont pas des joueurs physiques, qui sont des joueurs de petits gabarits. C'est des joueurs sans non plus être très rapides, mais c'est des joueurs qui créent l'espace par la passe et qui ont cette vision du jeu, cette intelligence du jeu. Ça, oui, mais ils sont aussi des joueurs qui trouvent les espaces. Il y a une très bonne interview récemment de Bruno Fernandes qui, lui, explique qu'il suivait l'arbitre parce que l'arbitre n'est jamais marqué par un adversaire. Ouais. Donc, c'est ces espaces-là que trouve Nasri, que trouve aujourd'hui, par exemple, un Bernardo Silva. Je ne dis pas que c'est le même joueur, mais c'est cette similarité avec une belle patte gauche qui marque des buts régulièrement, qui est Nasri est quand même très souvent dans la boîte. Nasri est pour milieu de terrain, c'est quand même très souvent. Il est très souvent, en tout cas, dans le dernier geste, soit à la frappe, soit à la passe. Je me souviens de slalom assez dingue dans ces années du côté d'Arsenal. Évidemment, on connaît sa qualité de dribble, mais voilà, un joueur qui était aussi capable de délivrer des passes assez incroyables. Il a régalé ses attaquants. Et le problème du côté d'Arsenal, c'est que de 2008 à 2011, c'est un Arsenal en reconstruction. Ouais. Il fait une dernière saison 2010-2011 où moi j'ai un souvenir, il est monstrueux. C'est peut-être le meilleur joueur d'Arsenal cette saison-là. Ouais. D'ailleurs, il est élu dans l'équipe type de Première Ligue. C'est pas compliqué. Non, c'est vrai. Malgré Van Persie. Il est élu dans l'équipe type de Première Ligue. Et Man City va claquer de l'argent, quoi. Exactement, il ne remporte pas de trophée. Non. Il y a City qui est en construction depuis le rachat en 2008 qui l'appelle et qui va en faire un joueur majeur de sa première version titrée. Ouais, clairement, c'est quand tu vois les achats pré-Nasri de Man City, les Jérôme Boateng à l'époque, c'est pas terrible. Robinho, ça faisait un flop total. Et donc Nasri, c'est pas forcément leur figure de proue, c'est pas forcément leur lumière, mais c'est quand même, c'est plus vraiment un espoir à cet âge-là, mais c'est quand même l'un des jeunes très très bons de Première Ligue, qui est dans l'équipe de la saison, comme tu dis, et qui forcément doit faire partie de cette équipe de City qui doit exploser avec De Jong, avec Milner, avec Agüero et compagnie. Ouais. Et donc il gagne le titre dès cette année-là, et non plus des moindres des titres, c'est le titre d'Agüero, quoi. Ouais, c'est le titre avec le but d'Agüero, le but de Tevez, puis le but d'Agüero dans le temps additionnel. C'est cool. C'est le premier titre c'est le premier titre de cette nouvelle version de City. Ouais. C'est un titre complètement fou. Nasri a un rôle ultra important dans cette équipe. Progressivement de moins en moins. Exactement. Mais cette première saison-là, il est vraiment monstrueux. Le numéro 8, je le vois très bien. Tous les posters avec Agüero, c'est vraiment un joueur. Il joue moins au milieu, il est plus ailier. Ouais, et après, il se fait croquer par Milner. Et il se fait croquer par Milner, ouais. On le voit, il décline un petit peu physiquement, notamment. Il commence à avoir moins d'implication. Il est blessé en plus, et malheureusement. Exactement, mais donc il fait quand même ce titre pour sa première saison en 2011-2012. En 2011-2012, il gagne une League Cup en 2013, toujours avec City, et il gagne le championnat, il gagne une deuxième Première Ligue en 2013-2014, et après il part, ça doit être à l'arrivée de Guardiola en 2015. Il s'entendait pas trop avec Guardiola. Il s'entendait pas trop, et pourtant Guardiola voulait le garder parce qu'il savait la qualité du joueur, et notamment la qualité technique. Mais à ce moment-là, en fait, il commence. L'arrivée de Guardiola, c'est le début du City avec une concurrence de folie. Bien sûr, là, il commence à recruter massivement. Bernardo Silva arrive 2 ans plus tard, mais il y a quand même beaucoup. David Silva, quand même. David Silva, au milieu de terrain, commence à lui prendre sa place au milieu. À droite, Jesus Navas, pratiquement titulaire. On a un petit Kevin De Bruyne qui va pas tarder à arriver. Donc, pendant cette année-là, il fait très bonne saison à Man City. Il a la défaite contre Wigan en coupe, mais ça, on oublie pour City. Mais il est monstrueux à chaque fois qu'il joue. Malheureusement, il se blesse de plus en plus souvent. Il y a des problèmes de comportement. On pense notamment à l'Euro 2012 où il se chamaille un peu avec les journalistes. Mais à chaque fois, en Angleterre, il était respecté. Respecté, même si voilà, on le voit dans ses émissions sur Canal+. On l'écoute déjà en France parce que. On l'écoute, il a des anecdotes assez incroyables avec ses coachs où il avait du tempérament aussi avec ses coachs et il pouvait répondre à ses coachs en Première Ligue. Et à chaque fois, il s'est imposé, quoi. Exactement. Donc Samir Nasri en 9e position de ce top 10. On note aussi le petit passage à West Ham qui se passe pas très très bien parce qu'il a pris 95 kilos. Alors, si on veut le noter, on met 1 sur 10, 0,5 sur 10.
Sur ce passage-là. Ouais. Ouais. Il est catastrophique son passage. Enfin, il Il fait fait très, il fait quatre très peu matchs, de matchs, je il est crois, en c'est fin de carrière et Et il il est- s'entend pas avec Moïse, hein, ça, il clairement. savait- non. Et puis il est pas en forme. Non, Faut clairement dire ce pas. qu'il est aussi. L'enchaînement Séville, Anderlecht, West Ham, Ouais. il enchaîne les blessures, les fast-food, Ouais, non, c'est pas. la clope. C'est Je sais même pas, un mais- petit peu. Alors moi, c'est un joueur qui était très très beau à avoir joué. C'est pas un très bon souvenir de le voir sous ses coups. Non, vraiment pas. Et je pense que même aujourd'hui, ces je le vois couleurs-là. sur le CFC et compagnie. C'est un mec très intéressant qui s'est progressivement imposé dans les médias. Je pense que la première Ouais. saison au CFC de l'année dernière, c'était pas terrible. Mais progressivement, ses anecdotes, son analyse est très bonne. Je dirais pas qu'il serait entraîneur un jour, parce que je pense pas qu'il a la patience. Non, je pense pas. Et de toute façon, le Mais il caractère, est très bon. En consultant, il est c'est un bon. très bon client. On passe en 8e position. Un joueur comment dire, qui partout où il est passé quasiment, c'est un joueur frisson. C'est un joueur qui a fait lever les foules partout où il est passé. Il a un peu ouvert les portes quand même. Pour les Ouais, Français. c'est vrai que c'est un des pionniers. Et comme ça a plutôt bien marché, il a ouvert la voie en tout cas à ses Français. C'est évidemment David Ginola qui arrive dans la foulée de Cantona en première ligue. Il arrive en 95 après quelques très 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 belles saisons du côté du Parc des Princes. Et il va faire 6 saisons en première ligue. Donc il arrive en 95 à Newcastle, il fait 2 saisons. Le prince du Nord. Le prince du Nord, ouais. Non, mais c'est vrai que Vraiment, on parlait de adulé. son côté, sa relation avec ses supporters parce que c'est un joueur très très beau à voir jouer, très élégant. Très beau tout court. Oui, c'est vrai. Je te laisse mettre de tes propos. S'il te plaît, ne fais rien sur mon canapé. Non, c'est un joueur extrêmement beau à voir jouer. C'est un joueur qui a un ailier qui a des qualités techniques, une qualité de frappe extraordinaire, qui a Une les rage deux de pieds, vaincre. une rage de vaincre. Et Ce maillot là, je sais plus exactement le but, mais je pense que c'est Newcastle où il retire son maillot Ouais. et vraiment la force. avec physique. ce sponsor Ouais. qui est incroyable, je sais plus ce que c'est la marque. De bière là, non Newcastle. Ouais, c'est ça, c'est la marque de avec bière. la belle étoile. Exactement. Quel maillot. Donc non, c'est 2 saisons où il se met Saint James Park dans la poche. Il devient la coqueluche des supporters. Qui adore de toute façon tous leurs joueurs français. Exactement. Malgré leur niveau un peu déplorable parfois. Ce qui est assez triste pour lui, c'est que ces 2 saisons-là, où il a une complémentarité de dingue avec Alan Shearer, il manque le titre pour peu. Ils finissent les 2 fois vice-champions. C'est Blackburn il y a une des années ou c'est 2 fois United? Non, ça doit être United les 2 fois. Ouais, c'est ça, United les 2 fois. Blackburn, c'est un peu avant. Donc il manque le titre de peu. Et notamment une des 2 saisons, je crois que c'est la 2e où ils sont vraiment pas loin. Shearer est extraordinaire, Ginola est extraordinaire. Et après 2 saisons du côté de St James Park, juste il est quand même élu dès sa première saison en Première Ligue. À l'époque, les étrangers en Première Ligue, il n'y en a pas beaucoup, des Français encore moins. Dès sa première saison, il est élu dans le 11 type de la Première Ligue 95-96. Donc c'est assez incroyable. Il va s'envoler du côté de Londres, où il va faire 3 saisons à Tottenham. Et là, c'est pareil. On est à l'époque à White Hart Lane. Ouais, on est à l'époque à White Hart Lane. Et là, il va remporter une League Cup en 96 avec Tottenham. Il va à nouveau être élu joueur de l'année 98-99 en joueur PFA. Ouais, alors justement, je pense que c'est l'occasion d'expliquer les différents titres. Explique-nous ce que c'est que pourquoi vous avez 10 000 joueurs, 10 000 prix pour des joueurs. Alors, parce que... t'as 30 secondes. J'ai 30 secondes. Ok, alors aujourd'hui, il y a plein de titres différents qui n'existaient pas forcément à l'époque. Donc, tu as un titre de meilleur joueur de Première Ligue. Première Ligue étant l'institution qui mélange une sorte de panel de journalistes, de fans. On ne comprend pas trop qui vote. En tout cas, Kevin De Bruyne le gagne tous les ans, quelle que soit la saison. Ensuite, tu as le PFA, qui est le Professional Footballers Association, qui est en gros la ligue des joueurs professionnels en France. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Le FP, on va dire. Ouais, et tu as la Football Writers Association, qui est la FWA, qui est pour tous les journalistes écrits, qui eux ont chacun, un peu comme le Ballon d'Or, par exemple, aujourd'hui, bien mieux fait que le Ballon d'Or il y a quelques années. C'est-à-dire que la sélection est bien plus intéressante. C'est pas n'importe qui a le droit de voter. Qui eux votent. Donc c'est le vote des journalistes que notamment a gagné Salah récemment, mais que ce prix-là dessine un peu plus le personnage que le joueur. Okay. Donc le PFA est vraiment le joueur technique sur le terrain, et le fait de gagner un PFA, c'est vraiment le Graal en Angleterre. Je pense qu'on n'a pas dépassé les 35 secondes. Ça, je pense que c'est parfait. Non, mais voilà, David Ginola, c'est un joueur qui a une classe incroyable. Il va marquer son époque à Newcastle, puis à Tottenham. Il va de nouveau être élu joueur de l'année PFA 98-99, donc il fait une très très grosse saison à Tottenham. On le sait, c'est pourtant la période où lui, comme Cantona, sont mis de côté en équipe de France, ce qui n'empêche qu'à côté en Première Ligue, c'est un joueur ultra solide et assez incroyable. Comme quoi, peut-être les joueurs à l'étranger, ça marche pas trop en équipe de France. Exactement. C'est pas le joueur qui marque le plus, malgré que ce soit un milieu offensif. Non, mais c'est il met 35 buts, mais c'est un très beau joueur qui a fait lever les foules et voilà, qui laisse une impression visuellement où tu te dis ce joueur est stratosphérique. Il va faire ensuite 2 saisons à Villa. Ouais. Un peu moins bonne, mais comme tu dis,
c'est là, pour le coup, où moi je limite très haut, par exemple, dans le classement, c'est Ouais. l'héritage. Tout le monde se souvient de Ginola. Je me souviens, quand il bossait à Canal, notamment pour Match of the Day, il retournait beaucoup en Angleterre et tout le monde se souvient de lui. Il est adoré, etc. À Newcastle et Tottenham, c'est Je vraiment une sens qu'il a idole. encore une maison là-bas. Il Ouais. adore ça. Et limite, je pense qu'il habite encore actuellement en Angleterre et qu'il revient en France pour cette émission. Mais C'est possible. Ouais. Par ça, contre, ça je suis pas va sûr être- qu'il vive à Liverpool, Non, même non, s'il a fait c'est une sûr. toute petite pige à Everton jusqu'à Ça, la c'est fin de sa sûr. carrière en 2002. Mais comme tu dis tout à l'heure, c'est l'un des premiers joueurs étrangers à gagner Ouais. ces titres-là. Bon, dans l'ère de la première ligue, évidemment, ça fait que 4 ou 5 ans que ça existe. Mais il a ouvert la porte aux Il a ouvert Français. la porte aux Français et aux étrangers. En tout cas, il a réussi à s'imposer Et c'est vraiment en l'un Premier des. League. Les Cantona, tu as l'impression que c'est vraiment, ils apprennent tout de suite l'anglais, ils s'intéressaient tout de suite à la culture et s'imposaient tout de suite avec les C'est ça, ce qui pâtit un petit peu pour lui, forcément, c'est le palmarès parce que C'est bon, sûr. voilà, il passe Choix à, de club, il passe à toujours côté. le choix de club. Il passe à côté. Ouais. Puis après, c'est aussi une époque où les gros clubs faisaient pas tout le temps confiance aux étrangers. Non, et inversement, je pense que United, par exemple, c'est un des clubs qui faisait beaucoup confiance aux Oui. étrangers. Bah, à l'époque, c'est encore Cantona, quoi. Exactement. Tu peux avoir Cantona et Ginola dans la même équipe. Exactement. Mais par Comme contre, l'équipe de France. le niveau de jeu qu'il a affiché durant ses 5 premières années, que ce soit à Newcastle puis à Tottenham, c'est stratosphérique. On passe en numéro 7. Donc après 18 Ginola, on va passer sur un autre, Numéro 7. un autre ailier, une autre icône de la mode qui a fait des défilés avec ses cheveux longs. Et sa sorte de barbe un peu Sa barbiche. stylistique. Sa barbiche. Sa barbiche. Florent Pagny en serait fier, je pense. Les pubs Pétrolane. Oh oui, Les pubs bien Pétrolane. sûr. C'est Robert Pires. Ah, bien sûr. Le meilleur commentateur de France. Ouais, Robert Pires, moi pour le coup, c'est quand on est petit, c'est un des premiers joueurs français. Tu me dis joueur français de Première Ligue, c'est lui qui me vient. C'est un joueur, je le vois très bien. Voilà, ce maillot d'Arsenal, pour moi, il est figé Robert Pires. Les deux sont assez indissociables. Je ferme les yeux, Robert Pires, pour moi, c'est Arsenal. C'est Ouais. même pas équipe de France, c'est pas Metz, Ce c'est qui pas est Marseille. marrant, c'est alors Arsenal. équipe de France, vraiment pas pour moi. Mais ce qui est marrant avec Pires, c'est que même les Anglais, qui aiment bien leurs joueurs anglais, etc., aujourd'hui Harry Kane, mais ils ont adoré Pires. Ouais. Ils sont super fans. J'ai énormément d'amis qui ont grandi avec Arsenal, qui ont dit leur premier joueur phare, dans une époque où il y a quand même Thierry Henry, ils ont dit que leur joueur qui joue à leur poste, parce que le poste de Pires, fondamentalement, c'est un poste que tout le monde adore jouer. Au-delà d'être attaquant, c'est le 10, c'est l'ailier, le créateur. C'est le Tout le numéro monde 7. adore ce joueur élégant, ce joueur technique qui a marqué les foules, qui a marqué le Highbury évidemment, et qui a marqué Arsenal. Et ça a été un joueur ultra important dans le collectif d'Arsenal parce Ouais. qu'il mettait. C'était une sorte de. Au-delà de ses buts et de ses passes décisives, il a quand même fini meilleur passeur de la saison 2001-2002 avec 15 passes décisives rien qu'en Première Ligue. Il en voulait tellement plus que son penalty est exceptionnel avec Thierry Henry quand même. Ouais, ça par contre, il s'est un peu planté. Il fait quand même 6 saisons à plus de 10 buts, toutes compétitions confondues aussi avec Arsenal. Mais au-delà de ça, en fait, c'était un mec qui mettait de l'huile dans les rouages à Arsenal. C'est-à-dire qu'il a joué avec Bergkamp, Ljungberg, Wiltord, qui étaient des joueurs, soit des joueurs très talentueux. Évidemment, Henry, qui était cette machine à scorer. Et lui, il était capable de tout faire et de se mettre au service du collectif pour faire briller les autres joueurs qui étaient autour de lui. C'est l'un des. Je me demande si c'est pas l'un des premiers ailiers à vraiment avoir cette patte. Alors évidemment, les gauchers sont minoritaires, mais à rentrer à l'intérieur, parce que Thierry Henry Ouais. adorait partir à gauche, à rentrer à l'intérieur, à frapper, etc. Mais donc, tu peux voir Pires et Thierry Henry du même côté. Et donc, il se lui, mettait côté rentrer à droit. l'intérieur et ça croisait les courses. Exactement. C'est l'un des premiers, je pense, dans cette taux-là. C'est aussi un joueur qui est très bien revenu de sa grosse blessure Bien sûr. de ses ligaments croisés. Donc, non, c'est un super joueur. Juste pour vous poser la stat, il est nommé 3 fois dans l'équipe type de Première Ligue. Qui est pas 2002, 2003, 2004. Il fait évidemment partie de l'épopée incroyable des un joueur Invincibles. clé surtout. C'est un joueur clé des Invincibles 2003-2004. On oublie sa petite pige du côté d'Aston Villa, mais son palmarès, c'est quoi, Tom? C'est 2 premières ligues quand même, bon, forcément les Invincibles, Ouais. mais aussi 2001-2002. Ouais. 3 fois vice-champion à une époque où le Roy Keane et Manchester United sont énormes. Et il y a Ouais. aussi le Mourinho. Et il y a le Chelsea de Mourinho qui Mourinho. arrive à partir de 2004-2005. Il y a 2 cups, parce qu'Arsenal adore les cups, Ouais. 2003-2005, et une finale malheureusement perdue à domicile. Alors domicile, je ne sais pas d'où vient Pires, mais je pense plutôt du sud. En tout cas, au Stade de France. Au Stade de France, en France, par C'est Arsenal. là d'où il est originaire à la base. En tout cas, il est formé et révélé à Metz. Donc, Bon, potentiellement peut-être. plus de l'Est. Mais en tout cas, très probablement pas de Paris, mais en tout cas en France, il Non. perd à Stade de France contre Barcelone. J'ai un 2006. souvenir déchirant, et pourtant je suis pas du tout forcément fan d'Arsenal, mais j'ai un souvenir déchirant de cette finale 2006 où Jens Lehmann se fait expulser. Ouais. Où C'est Almunia qui le remplace. C'est Almunia qui le remplace, et de toute façon, Wenger est obligé de faire rentrer un gardien, donc de faire sortir un joueur de champ. Ouais. Et donc, On est cette finale à domicile pour lui au Stade de France en 2006, et c'est Pires qui sort. Ouais.
Bon, Et après, ça, c'était c'est un encore plus moment, à domicile pour Thierry Henry c'est un qui est moment le très meilleur très joueur. dur. Et même si Pires et Wenger auront une relation extraordinaire, Ouais, je pense qu'il en c'est veut. à ce moment-là, il en veut, même si on l'a vu. Même à Lehmann, hein, pour le Ouais, coup. ouais, exactement. Mais il en veut à Wenger, même si on l'a vu d'ailleurs que quand Pires s'est retrouvé des clubs, il est toujours s'entraîner du côté d'Arsenal. Après Bien ça, sûr. il n'en a pas Le voulu sur long club terme, l'a mais toujours chéri. il a senti entre la baisse de niveau d'Arsenal, même s'ils sont en finale avec des champions, et cet épisode que c'était peut-être venu pour lui le moment de partir. Le club lui faisait aussi plus ou Bah, moins comprendre. il y avait Il le va faire changement. Il y a le changement avec le Emirates, etc. exactement Et il s'est dit, c'est comme Thierry Henry, c'est le Thierry moment Henry de qui partir. part du côté du Barça un an plus tard, en Ouais. 2007. Et ben lui, il prend les devants, il part directement après ça à Villarreal où il va faire quelques très belles saisons. Mais Ouais. c'est un joueur franchement incroyable. Et juste Frisson. un joueur frisson, un joueur collectif qui était Alors, parfait dans plus, l'équilibre. statistiquement, il n'est plus frisson parce qu'il est trop fort. Ouais. Mais moi, j'ai un truc pour finir et pour vous. Vas-y. Même pour dire que Pires pourrait être plus haut, c'est dans un des plus grands clubs anglais comme les Arsenal. Il a été élu en 2008 par les supporters, 6e plus grand joueur de l'histoire du club. Ouais. Dans les eaux avec Ray Parlour, avec Thierry Henry, Exactement. avec. Il y en avait tellement. Tony Adams, évidemment. Right. Ian Wright. Et je me demande s'il est 6e, je me demande s'il dépasse même. C'est Ian possible, Wright. mais c'est possible parce qu'il fait partie de cette immense épopée d'Arsenal. Bien sûr, parce que Arsenal Ian Wright est un peu plus tôt, donc forcément, je pâtis un peu de ça. Exactement. Donc voilà pour Robert Pires en 7e position. Tom en 6e position. Aïe, aïe, aïe. Un autre héros de Naïstin, Patrice Evra, le chauffeur de bus, ou justement pas le chauffeur de bus. 9 saisons à Manchester C'est United. le mec, je trouve que son jeu préféré, ça doit être de taper sur les taupes, c'est le jeu. Oh oui, oh oui. Il la cherche toujours d'ailleurs, il la cherche toujours. Justement, le best friend de Domenech notamment. Ouais. 9 saisons à Manchester United. 2005 à 2014, il arrive plus ou moins après des très très grandes saisons à Monaco. Il est quand même finaliste de Ligue des Champions avec Monaco. Donc 2005 à 2014, il a vu toutes les époques de United. Il a vu des très très belles saisons en arrivant. Il est 5 fois champion de Première Ligue, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013. Mais surtout au début, tu vois, c'est champion d'Europe en 2008, beaucoup de cups aussi. Il y a 2 finales perdues face au Barça, où il s'est fait manger clairement par Messi pendant les 2 finales. Bon, en même temps, c'est la période 2009-2011. Ouais, que ce soit à Rome tout ou à le monde se faisait Wembley. bouffer par Voilà, Messi. c'est ça. Même le tiki-taka en général, voilà, que ce soit à Rome ou à Wembley, il s'est fait manger. Mais alors, avec Evra, alors titulaire indiscutable. C'est vrai qu'avec Neville de l'autre côté, avec Vidic et Ferdinand au milieu, c'était une lutte des défenses la plus solide de Première Ligue. Et Bun van der Sar derrière. Il capitaine quand même 3 ans d'affilée. Il est vice-capitaine, donc ça lui arrive parfois de prendre le brassard assez rapidement dès 2008-2009, ces eaux-là. Mais c'est encore les moments où il y a Vidic, Ferdinand, Neville, Giggs, Scholes. Et donc, quand Scholes commence à partir, puis Vidic est parti, Ferdinand reste encore à peu près là. C'est vraiment Giggs qui commence à prendre le brassard. Giggs, vieillissant, commence à être un peu plus sur le banc. Il est player manager aussi, après Moyes. Mais Evra, un genre solide. Moi, ça me fait un peu mal de voir là, mais je sais que toi, tu le vois à peu près à ce niveau-là. Mais moi, je pense que l'impression déjà, parce qu'aujourd'hui, les latéraux, à part Roberto Carlos, mais en gros, les latéraux, c'est des monstres, c'est des joueurs clés à leurs équipes. Lui, c'est un joueur très bon défensivement. Offensivement, adoré à porter. Alors évidemment, on l'a beaucoup critiqué à Marseille parce qu'il n'y avait plus de tank ou quoi que ce soit, mais physiquement, c'était un monstre. Il doit avoir quand même pas mal de passes décisives. À une époque où les latéraux montaient peut-être pas autant. Et il s'est imposé quand même comme l'un des chouchous de Sir Alex Ferguson, qui n'est pas donné à tout le monde. Pour moi, c'est un peu l'argument ultime. C'est quand vous êtes titulaire indiscutable, 3 fois dans l'équipe type, que vous avez une C1, 5 Première Ligue, mais surtout, que vous êtes capitaine, vice-capitaine, un des éléments majeurs pendant 10 ans, indiscutable de Sir Alex Ferguson. Et de toute façon, on le voit sur le terrain, son caractère, son tempérament, son côté leadership. D'ailleurs, qui a fait beaucoup de bien en équipe de France à une période, il ne faut pas se leurrer aussi, après Nice-Na d'ailleurs, mais du côté notamment pour pousser les jeunes à prendre le leadership par la suite. Bon voilà, moi c'est pas un mec que j'ai beaucoup apprécié, mais par contre sa carrière en Première Ligue et du côté de Manchester, elle est incroyable. Moi limite il peut mériter une place plus haut que ça. Après voilà, c'est-à-dire que là où je suis d'accord, on en discutait avant l'émission, c'est que si tu te dis le grand Manchester de ces années-là, t'as quel joueur en tête quand tu fermes les yeux? Bon bah Ronaldo, tu vas penser à Ronaldo, tu vas penser à... En plus lui il vit quand même 10 ans, donc il y a plusieurs époques. Mais il y a d'autres. C'est pas Januzaj qui lui prend la lumière. C'est ça, ni Makeda. Mais si. Mais dommage. mais ça reste un mec qui a eu la continuité, qui a fait le lien entre prend beaucoup de points sur plusieurs générations différentes et qui a toujours été là. Donc non, joueur très 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 solide, Patrice Evra en 6e position. 5e position, on passe sur
Claude Makélélé, Ouais. le mec qui en a tellement rien à faire du Brésil qu'il s'est exprimé assez ouvertement qu'il en a rien à foutre. Mais même mieux, rien à. Je m'en bats les couilles, Je m'en ouais. bats les couilles. Ouais. Claude Makélélé, c'est pas le joueur qui a la plus grosse longévité en Premier League. Non, mais t'as pas besoin d'avoir une longévité pour t'imposer dans l'héritage en tout cas. Il fait de 2003 à 2008 à Chelsea. Il vient en provenance du Real pour une grosse quinzaine de millions ou 20 millions, je crois. Ouais. Au Et moment où le Real essaie de nettoyer un petit peu son club. Exactement. Et Pour puis, un des grands joueurs comme ça, c'est quand même marrant de non, le mais c'est dire. l'époque Real Galactique où ils se disent à quoi servent des milieux défensifs. Non, mais Beckham, c'est beaucoup mieux que Makélélé. Pour Derrière- défendre. Exactement. Donc il part du Real où il a des petits différents et là directement à Chelsea, il impose ses qualités physiques. C'est pas le plus grand gabarit, hein, on sait, c'est un joueur plutôt petit par la taille, mais par contre, Et t'as l'impression qu'il est énorme en fait. T'as Ouais. l'impression qu'il fait la taille joueur d'un Pogba, quoi. stratosphérique dans l'impact physique. Ouais. En fait, c'est l'un des gros premiers achats d'Abramovich qui arrive en 2003 Ouais. et qui derrière Mourinho arrive et Il y a cette l'énorme première saison. période, il y a cette première saison sous Ranieri Ouais. où ils finissent vice-champion. Ils sont déjà C'est très pas bons. suffisant pour Abramovich, donc évidemment il va nommer Mourinho, mais déjà sous Ranieri il s'impose comme un titulaire indiscutable, quasiment comme le capitaine, quasiment directement. Mourinho va en faire une clé de voûte de son premier Chelsea. Typiquement un joueur Mourinho, quoi. Ouais, typiquement un joueur Mourinho. Quand il va voir que Makelele commence un petit peu à vieillir et donc à avoir moins d'impact, il va faire redescendre Essien et Lampard vraiment plus proche de lui pour lui permettre aussi de souffler, mais il veut absolument garder Makelele comme titulaire. Et au-delà de l'invention d'un rôle, c'est peut-être beaucoup, mais c'est un joueur. Franchement, en Angleterre, ça parle encore du rôle de Makelele. C'est le 6 destructeur de contre-attaque, le 6 destructeur d'attaque en général, qui sait se projeter aussi derrière, quoi. Qui sait envoyer des petits taquets aussi pour Bien faire mal à sûr, ses mais adversaires. il y avait un peu de Roy Keane en lui dans ce côté-là, mais évidemment, il avait autour de lui Essien, Lampard, Nobi, Mikel, etc. pour vraiment faire la progression devant. Mais lui, destructeur, et il s'est imposé dans un rôle qui n'existait pas autant à l'époque et qui a révolutionné le poste, quoi. Exactement. Et quand il arrive en 2003, donc il y a sa première saison avec Ranieri où ils sont vice-champions, mais tout de suite, il apporte au-delà de son niveau de jeu, il apporte son expérience. Ouais. Et en fait, moi, un des trucs qui me fait décider de mettre Makelele aussi haut au-delà de sa qualité sur le terrain, c'est qu'il participe grandement à faire changer la mentalité de ce club et à faire grandir ce club. Et au final, très rapidement, alors il y a aussi évidemment l'arrivée de Mourinho et d'autres joueurs stratosphériques, notamment Drogba, mais il contribue aux 2 premières ligues 2005-2006, une Cup, 2 League Cup. Il a un palmarès qui se construit à Chelsea, mais voilà, il a cette importance dans l'histoire de ce club. Dans l'histoire internationale aussi du club. Exactement. Qui fait changer la mentalité d'un club qui évidemment vient de s'arracher par des Russes, mais qui aurait pu continuer dans les lignées des joueurs anglais talentueux de Chelsea qu'il a pu avoir. Bien sûr, il y a eu des grands joueurs brésiliens aussi, Zico et compagnie. Mais Zola, voilà. Mais Zola, pardon, Zico, n'importe quoi. Non, puis il était italien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On coupera Zola, pas. On Zola, Zola, voilà. Mais qui change la mentalité de on va faire venir des joueurs étrangers pour s'imposer un peu comme un Inter, tu vois, dans l'idée d'avoir des joueurs internationaux pour s'exposer Exactement. au niveau. Donc au-delà de Makelele en 5e, notamment pour son rôle dans l'histoire. Il a beaucoup bougé dans le classement, c'est vrai. Tout en haut en tout cas. Mais au final, quand on regarde l'histoire, le rôle qu'il a dans l'histoire de ce Chelsea, Abramovich, il est extrêmement important. 4e position, on ressort un joueur qui ressemble beaucoup, qui lui a beaucoup été comparé à Claude Makelele pour le poste et pour le club dans lequel il évolue, mais aussi pour sa taille. C'est le petit N'Golo Kanté. Celui qui triche au jeu. Ouais, il paraît. Pas sur le terrain. Non, sur le terrain, tu sais qu'il triche pas. S'il est pas là, c'est qu'il triche pas. Non. Non, mais N'Golo Kanté. On veut pas. Le truc, c'est avec N'Golo Kanté, au début, quand on l'a vu, je pense que le premier classement qu'on a fait, c'était 5e dans ces eaux-là. Je pense que, comme n'importe quel joueur actuel, tu as 2 versions. Tu as la version où c'est le plus grand joueur de tous les temps. Haaland est le meilleur avant-centre de tous les temps. Il y a ce truc de l'histoire récente qui fait qu'on extrapole tout. Mais à l'inverse, nous, on voulait, que ce soit 11e art ou même en général, nous personnellement, on n'aime pas forcément ça et on voulait éviter d'avoir trop ce truc trop récent et de se dire, on veut à l'inverse l'impacter négativement pour éviter de passer pour un média basique qui met toujours les joueurs récents en avant. Malheureusement, ou heureusement, Kanté, avec la matrice, etc., avec les points qu'il a pu culminer, que ce soit niveau de jeu, que ce soit l'héritage qu'il va avoir, qu'il a déjà, il s'impose, et le palmarès aussi,
il s'impose déjà comme un joueur clé, comme un joueur historique de Première Ligue Et puis, et l'un des plus grands joueurs de et puis Première il Ligue y a un français. côté, Quoi. il y a un côté comète chez Kanté. On le Bien voit à sûr, partir de quand? Alors, il fait une saison très solide en Ligue 2, une saison très solide en Ligue 1, mais mais tu on le voit à l'un des partir de rares à quand? l'avoir Il n'y a vu. aucun club français qui se positionne réellement, en Ouais. tout cas sur lui. Il part à Leicester, qui est un club plutôt énigmatique Mhm. que personne connaît trop en Première Ligue, Qui vient de remonter, qui vient de remonter. Et première saison de qui Kanté vient de se sauver, pardon. Exactement, ouais, qui vient de se sauver, mais qui est monté il n'y a pas si longtemps que ça Non, non qui plus. est monté 2 ans avant et qui vient de se Première sauver, saison quoi. de N'Golo Kanté en Première Ligue. Champion. À ce moment-là, c'est presque un inconnu pour le grand public. Il fait champion dans cette folle saison 2015-2016 avec Leicester de Riyad. Enfin voilà, c'est un des Riyad trois Mahrez, joueurs Vardy, ouais. majeurs avec Mahrez et Vardy complètement. Et il mérite presque le titre de meilleur joueur cette année-là, mais il va quand même la gagner la saison suivante. Il est dans l'équipe type, il est pas, ouais, il va Non, dans mais l'équipe type. entre Mahrez et Kanté, le débat était vraiment là, mais il a encore plus explosé quand il part à Chelsea. Mais ce qui est vrai que ce qu'il joue après sa carrière à Chelsea va être très belle. Ce qu'il joue, c'est que déjà, il fait partie de l'épopée la plus incroyable de l'histoire de la Première Ligue. Ah, mais déjà, bien sûr. Et il est un des trois joueurs majeurs. Ouais. Bon bah, Si ce n'est le joueur majeur. Oui, ouais, parce que l'équilibre de l'effectif, il est clairement pas le même. C'est un 4-4-2 où tu n'as pas Donc, un bon non, milieu de c'est terrain. assez incroyable. Voilà. Il fait cette première saison 2015-2016, donc le titre fou de Leicester. Comme Riyad Mahrez, bah, il va partir. Ouais. Lui, il part tout de suite du côté de Chelsea. Riyad un peu plus tard. Riyad attend un an. Lui, il part tout de suite pour Chelsea pour 38 millions. C'est aussi la période où il devient international dans l'équipe de France. Il faut quand même se dire qu'il est à peu près au même prix, si ce n'est moins cher que Drinkwater. Voilà. Ça en dit long sur les joueurs anglais en À la limite, c'est pas les 30 millions qui me choquent, c'est combien Leicester l'avait acheté un an auparavant et que personne n'avait vu. Oui, ou même moi, ce qui me choque, c'est Drinkwater plus qu'autre chose. Et là, à Chelsea, contrairement à Drinkwater, il s'installe directement titulaire dès 2016, il devient monstrueux. Ça lui permet aussi à Chelsea de prendre une dimension, de s'installer parmi les meilleurs milieux de terrain récupérateurs du monde. Sur une saison. Il a 18 mois, il était l'un des meilleurs joueurs, déjà l'un des meilleurs récupérateurs de Première Ligue. Un peu comme Lloris, là, il a cette période donc 2015 avec Leicester et jusqu'à 2019, où on englobe la Coupe du Monde, où bah, c'est probablement le meilleur milieu de terrain récupérateur. Une très bonne Ligue des Champions aussi en 2020. Exactement. Il enchaîne les blessures quand même. Ouais, c'est ça. En fait, depuis 2019-2020, il y a ce côté où il enchaîne pas mal les blessures. Mais non, c'est un joueur incroyable. 2016-2017, donc il vient d'arriver à Chelsea. C'est sa deuxième saison en Première Ligue. Il a fait le titre avec Leicester l'année après. Il regagne le titre. Il est de nouveau dans le 11 type. Non, avec Conte, pardon. Avec Conte. Il est joueur de l'année. Ou peut-être Mourinho. Non, ça doit être Conte. Non, c'est Conte. C'est Conte. Il est joueur de l'année 2016-2017 par la PFA. Donc, tu nous as expliqué tout à l'heure ce que c'était. Donc, voilà. Il y a ce côté incroyable. Ça le permet de s'imposer en équipe de France. Il devient un élément incontournable de l'équipe de France. Il enchaîne un peu les blessures, ce qui ne l'empêche pas de gagner une Cup en 2018, une Ligue Europa en 2019 contre Arsenal. Une petite Coupe du Monde entre-temps. Et entre-temps, 2021, entre quelques blessures, il gagne une petite Ligue des Champions. Oui. 2021. Ouais, 2021. Donc, non, vite, le temps. Il est quatrième. On peut entendre qu'il soit plus loin, mais mine de rien, en fait, il a quand même un héritage qui est incroyable parce qu'il fait partie de cette équipe de Leicester, il fait partie de cette équipe de Chelsea. Je pense que fondamentalement, nous, quand on a fait nos premiers classements sans les points, il était plus bas. Mais fondamentalement, c'est un joueur exceptionnel, avec un héritage évidemment exceptionnel. En Angleterre, il est adoré de tous. Évidemment, les histoires où il ne sait pas dire non à ce mec qui vient de le voir à la mosquée, qui finit par manger un curry, jouer à un FIFA chez lui. Ouais, ces histoires d'humilité avec sa petite voiture, tout ça. Alors, faut pas abuser du truc humilité parce que c'est un joueur monstrueux et qui peut, Non, et puis nous, on est aussi là pour parler de ça, mais c'est vrai que dans l'héritage et la mémoire, il va rester. Ah bah, le petit homme gentil, voilà, mais il sait s'imposer quand il faut, il sait mettre le tac quand il faut. Et c'est pas que le petit mec qui sait pas s'imposer dans un vestiaire. Et je pense que même s'il est en apparence très calme, très au-delà d'être serein, etc., il ne parle pas beaucoup. Je pense que dans un vestiaire, il n'est peut-être pas le joueur le plus important. C'est pas le joueur le plus posant, c'est un modèle par exemple. C'est un modèle par exemple. Voilà. Mais tu vois un Billy Gilmore qui rentre dans de l'académie de Chelsea, il regarde un Kanté, il fait ça, c'est ce que je veux faire. Ouais, et puis pour un coach, c'est un joueur parfait parce que c'est un joueur qui va jamais rien dire et dès qu'il joue, vous le prenez. Et puis pour les autres joueurs, vous le prenez en exemple et puis voilà, c'est un modèle. Il donne le rythme, un rythme monstrueux. Exactement. Donc N'Golo Kanté 4e et puis on espère qu'il va avoir un peu moins de difficultés avec ses blessures parce qu'il a encore 31 ans. Ouais. Et il a encore peut-être de très très belles pages à écrire du côté de la Première Ligue et de Chelsea. Alors, on espère, mais on espère surtout le voir dans 2 mois. Exactement. Mine de rien, pour aller chercher la place de 3, ça va être compliqué. Ah bah là, en fait, il y a une vraie fracture, je pense, avec le top 3. Comme il n'y a plus à voir
en dehors du top 10, ceux qui se basaient vraiment qui pouvaient rentrer dans le top 10. Là, il y a un top 3 incontestable. Je te laisse présenter Patrick. Patoche. Patoche Vieira, le grand entraîneur de Crystal Palace. C'est ça. Ah non, c'est vrai, c'est d'abord un joueur, un grand joueur, un très grand joueur. C'est surtout un joueur immense. Un joueur immense qui démarre évidemment à Cannes, qui arrive derrière l'AC Milan, parce qu'il est monstrueux déjà, mais il ne s'impose pas à l'AC Milan. Et comme un Thierry Henry, par exemple, qui ne s'est pas imposé en Italie non plus, il vient en Première Ligue pour s'imposer tout de suite à Arsenal. Et il vient quand même un mois avant Arsène Wenger. Donc toutes les idées de c'est Wenger qui est venu le chercher, etc., pour la colonie française, non. C'est pas Wenger. Par contre, je pense que Wenger, quand il arrive, il est bien content de l'avoir. Il est très content parce qu'il l'a joué. Parce que Vieira a commencé, je crois, alors c'était du côté de, ça devait être du côté de Cannes, avant de filer au Milan notamment. Et il est très content de pouvoir compter sur lui. Et puis là, directement, dès la saison 96, Vieira prend une dimension incroyable dans l'entrejeu des Gunners. Ça devient un joueur colossal. Il va faire presque 10 ans à Arsenal. Et il faut se dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont évidemment qui se sont inspirés de Vieira. On pense dans les premiers lieux à Abou Diaby. Depuis, il y a eu Pogba, mais jamais à son niveau, parce qu'il avait déjà cette aura. Il est capitaine d'Arsenal. On s'en fout qu'il ait une grosse tache blanche de Vicks sur le ventre pour se garder au chaud, les grandes manches longues, les gants, etc. C'était un joueur iconique de la Première Ligue. Il s'est battu pendant de longues années avec Roy Keane, et ça, la rivalité a marqué l'histoire de la Première Ligue fondamentalement. Alors, des rivalités, Roy Keane, il en a eu beaucoup. Oui, mais avec Vieira, c'était une rivalité de jeu, de caractère aussi, parce que deux joueurs avec un très fort caractère, mais de respect. De respect mutuel qui était assez impressionnant. Et les deux clubs se battaient à chaque fois pour le titre. Vieira est là dans les grandes années d'Arsenal. Évidemment, c'est un invincible. Il a 3 titres de Première Ligue. Il a 3 titres de Première Ligue, 98, 2002 et 2004, exactement, 5 fois Ligue des Champions. 2004, tu le disais, cette saison des Invincibles. C'est en plus de jeu aussi. Arsenal, avec ses époques, il connaît différentes époques. Il connaît le début, les époques encore où il y a Wright, les époques où ensuite il y a Henry qui va arriver, il y a Bergkamp entre-temps. Il y a des joueurs très techniques, il y a des machines à scorer comme Henry, il y a des très bons joueurs à tous les postes. Mais lui, pour moi, c'est le joueur le plus important dans l'équilibre de cet effectif. C'est à la fois le poumon, le joueur qui a le plus gros volume de jeu. C'est le box-to-box parfait à cette époque-là. C'est un monstre. Capable de défendre, capable d'attaquer, capable de se projeter, capable de marquer. Il marquait pas beaucoup, mais quand il marquait, il en marquait des beaux. Et il en marquait des beaux, Il en marquait des très très beaux. Alors, à noter, je pense qu'il n'est pas forcément capitaine des Invincibles. Je pense que c'est encore Tony Adams à ce moment-là. C'est possible. Mais c'est déjà un leader. Dès qu'il arrive, c'est un leader. Arsène sait que c'est au-delà d'être un leader sur le terrain, dans le vestiaire, c'est aussi son porte-voix qui comprend parfaitement le système d'Arsène, qui le transporte et le transfigure sur le terrain. Et puis l'entente qu'il avait de Thierry Henry, au-delà d'être le 6 qui, forcément, on imagine un 6 aujourd'hui très loin de son avant-centre. Non, lui, il allait chercher le ballon de ses 20 mètres et il est déposé dans les 20 mètres adverses. Exactement. Avec cette gestuelle un petit peu, que ce soit quand il récupère le ballon ou quand il marche, côté un peu ce qu'on a souvent comparé à Paul Pogba, c'est ça. Le côté pieuvre, des jambes très longues. Et je gratte tous les ballons. Une élégance. Un joueur racé, il sait dribbler. C'est pas forcément le dribbleur genre un Eden Hazard ou un Neymar, tu vois. C'est vraiment le dribble par les petites touches ici, les petites touches là, pour dépasser son adversaire et casser les lignes, quoi. Exactement. D'un point de vue individuel, joueur de la saison 2000-2001. Je sais plus quel trophée là, votre PFA, votre LWA. À l'époque, ça avait le PFA. 4 fois dans l'équipe type de la Première Ligue. Voilà. Dans l'équipe type de la décennie de Première Ligue. Donc, aux 10 ans de la Première Ligue, ils ont fait l'équipe type de la décennie, de la première décennie. Il est dedans. Si tu regardes régulièrement des émissions, que ce soit Lineker, Shearer et compagnie, qui font régulièrement genre notre équipe du truc, Vieira est à chaque fois cité. Alors eux, ils préfèrent d'autres Anglais, par exemple, un Scholes ou un Lampard, un Gerrard, etc. Mais nous, on le sait, et je pense que beaucoup de supporters de Première Ligue, notamment d'Arsenal, savent que Patrick Vieira fait partie facilement d'un top 20 joueur de Première Ligue. Ils le savent tellement bien qu'ils l'ont classé juste devant Pires, 5e plus grand joueur de l'histoire d'Arsenal. Voilà. C'est les supporters qui votent. Donc on parlait de ça, on parlait de Sylvain Distin et ses 450 matchs. Lui, Patrick Vieira est à 308 matchs rien que de Première Ligue. Parce qu'il va aussi faire une petite pige du côté de Manchester City, de 2 saisons où il va jouer entre 15 et 20 matchs. Tu en parlais avant, c'est que c'est vraiment Vieira, c'est comme presque à l'arrivée de Yaya Touré. C'était
d'abord, c'est un joueur iconique de Première Ligue. Donc, Entre-temps, il passe par l'Inter. ouais. Un joueur iconique de Première Ligue qui apporte de la lumière, qui apporte de l'expérience dans une équipe qui est neuve, fondamentalement, qui a dû se Voilà, débarrasser de il Robinho arrive, et il arrive, compagnie. ça fait 2 ans que le projet Démarre et démarre. il apporte cette expérience-là pour faire grandir le club. Je pense Exactement. que c'est le type de joueur qui doit arriver dans un vestiaire déjà s'imposer face au manager. Je pense que c'était pas des grands managers encore à cette époque-là à City. Ça devait Il y a être. Pellegrini arrive peut-être un peu plus tard, Ouais, mais ça doit être, il doit faire sa deuxième saison sous Pellegrini, je pense. ouais, peut-être. Mais c'est pas de très très grand manager Non. à ce moment-là. Et lui s'impose. Et je pense que c'est aussi le style de joueur qui impose dans les infrastructures. C'est le mec qui va révolutionner un peu derrière. Il va dire parce que Arsène m'a changé ma vision sur la diététique, m'a changé sur la préparation. Et je dis pas que Man City n'était pas du tout préparé, mais c'est un club qui est presque néant. Il fait grandir les joueurs et le club avec lui. Bien sûr. Et d'ailleurs, le premier titre de ce City nouveau modèle Emirati, avec le modèle Abu Dhabi derrière, et ben, c'est une cup en 2011. Ouais. Et Vieira, même si c'est pas un joueur clé de cet effectif, il est clé dans l'effectif de par son charisme, de par ce qu'il apporte en termes d'expérience. C'est hors du terrain et je pense qu'aujourd'hui, tu regardes un effectif de United, par exemple, aujourd'hui, on n'imagine pas forcément que ce Tom Heaton, par exemple, soit. Déjà, c'est le 4e gardien, mais c'est l'un des joueurs les plus importants du vestiaire. C'est pas forcément les joueurs qu'on voit qui sont forcément les plus importants, c'est les plus vocaux qui aident avec leur expérience les nouveaux joueurs. Et puis il a tout gagné parce qu'en plus il avait pacté avec City ces 2 saisons, puis la reconversion, donc il est passé notamment. Et City l'a beaucoup aidé, effectivement. Exactement, il y a eu les équipes de jeunes, il est parti du côté de New York en termes de première expérience. Donc non, c'est un joueur, c'est un joueur stratosphérique à l'échelle des joueurs français de Première Ligue. C'est un peu comme les 2 autres joueurs qu'on va mentionner dans ce top 3, c'est une aura. Ouais. Patrick Vieira, c'est un style spécifique. C'est le charisme, le style. Tu t'imagines même pas Vieira, alors pas plus que ça, des Vieira dans les jours lumineux au printemps. Tu l'imagines beaucoup, ce maillot foncé O2 avec les gants, la grande respiration, le VIX. C'est le joueur de l'ombre qui bossait que le soir. Quoi. Exactement. C'est quelqu'un qui ferait beaucoup de bien dans le milieu de terrain de l'équipe de France actuelle. Bien sûr. Mais même dans l'effectif en général. Oui, alors ça, on en parle même pas. Même si ça tourne plutôt pas mal en ce moment. Notre dauphin, on quitte Patrick Vieira à sa 3e position pour aller en 2e position. Il y a un petit gap avec Vieira, mais alors par contre, entre le 1 et le 2, c'était extrêmement compliqué. Ouais. Ce qui montre quand même les 3 joueurs, là, les 3 premiers qu'on a, les joueurs très charismatiques qui ont quand même vachement marqué l'histoire de la Première Ligue, mais pas du tout pas uniquement français quoi. Ouais. C'est vraiment des mecs qui ont marqué l'histoire du jeu, du championnat anglais. C'est forcément Eric de King. Cantona. Cantona, il débarque à Leeds en provenance de Marseille. Avant la Première Ligue. Ouais, avant la Première Ligue. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il y a un seul joueur dans toute notre liste qui a fait une saison avant la Première Ligue. C'est sa première saison du côté de Leeds. Champion. Il débarque, il perd la finale 91 de C1 contre Belgrade avec l'OM. Et il arrive du côté de Leeds. Leeds qui est un club... bon club historique, mais qui n'est pas à ce moment-là un des clubs les plus armés pour jouer le titre. On est notamment à la fin de les grandes périodes de domination de Liverpool. Ouais. Il va faire 2 saisons et il va mettre directement tout le royaume à ses pieds dans ce maillot assez incroyable. Bien sûr. Première saison titre. Donc on est sur la saison 91-92. Et après, il fait 3 mois à Leeds, la saison suivante, où tout dégringole. Il y a l'effectif qui se désintègre. Exactement. Et lui dit c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et alors, l'histoire folle, quand même, c'est l'histoire de son transfert à Manchester United, où le manager de Leeds demande au manager de United est-ce qu'on peut. Alors, à l'époque, Sir Alex est déjà là, mais c'est pas lui qui gère le transfert. Il lui dit est-ce qu'on peut avoir Dennis Irwin, qui est l'un des meilleurs joueurs de United à ce moment-là. Et le manager de United dit absolument pas. Par contre, est-ce qu'on peut vous prendre Cantona? Il dit ouais. Et il arrive. Très bon choix. Très bon choix. Sachant que Leeds et United, c'est des grandes rivalités, surtout à ce moment-là. C'est des grandes rivalités. Alors peut-être ce qui aussi refroidit Cantona, on le sait depuis qu'il est à Auxerre, depuis qu'il à Marseille notamment, son passage surtout en équipe de France où il balance son maillot sur Henri Michel. C'est les entraîneurs, c'est un peu de voilà. C'est un joueur qui peut être complexe à gérer. C'est un joueur qui a un charisme incroyable dans les bons comme dans les mauvais côtés. Ouais. Mais par contre, le départ de Leeds, c'est fou parce qu'il apporte littéralement le titre à Leeds. Il fait une 2e saison, tu me disais, qui est un petit peu plus compliquée, mais il débarque
à Manchester. Où il apporte le titre, qui On est, le voit. qui est le premier, je pense. Déjà, évidemment, le premier de la première ligue parce que c'est la première saison, mais c'est le premier Enfin, depuis très longtemps. C'est la deuxième saison de Premier League, parce que la première saison c'est Blackburn. 92-93, oui, Ouais. du coup 93-94. Exactement. Mais c'est le premier titre de United de champion depuis très très longtemps. Parce qu'il y a eu et c'est le premier de l'ère Ferguson. C'est le premier de l'ère Déjà, Ferguson. mais au-delà de ça, c'est que tu as eu 10 ans de Liverpool, quoi. Il participe à lancer le grand Manchester de Ouais. Ferguson. D'ailleurs, Ferguson, qui est un mec qui a toujours, on parlait d'Evra tout à l'heure, qui a toujours aimé avoir des joueurs que beaucoup de coachs pourraient estimer charismatique et compliqué à gérer. Ouais. Ferguson qui va se déplacer à Auxerre pour rencontrer Giroud, parce que Giroud il est une sorte de père spirituel depuis le centre de formation et le début en pro de Cantona. Donc il va T'as bien regardé le documentaire. Exactement, mais c'est ultra intéressant parce qu'il va faire la démarche d'aller rencontrer Giroud pour comprendre en fait. C'est pas le joueur il voit les qualités, mais pour comprendre l'homme qu'il y a derrière et pour comprendre comment il va réussir à le gérer. Et là, c'est l'explosion. C'est une icône. Il finit 3e du Ballon d'Or 93. Voilà. Il va surtout marquer Old Trafford par sa classe. 93, une belle année quand même pour Cantona. Quand même, avec 93, de France, alors ça se finit moins bien en équipe de France. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce France-Bulgarie. Ça dépend quand est élu le Ballon d'Or, mais. Bon, après, c'est un autre joueur qu'on a cité dans le top 10 qui centre. Donc c'est lui qui est le fautif, visiblement. C'est ça. Non, mais c'est un joueur qui va mettre l'Angleterre et Old Trafford à ses pieds. Mais il y a forcément ce style inimitable. Le col. Torse bombé, le port altier, la tête haute. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est régulièrement comparé à un peacock, qui est le fond en français, avec les grandes feuilles là. Enfin, non, c'est pas un fond. Ouais, non, je sais pas. Mais qui bombe le torse, c'est un sorte d'oiseau très musclé de l'avant, et le peacock est aussi le surnom à l'ancienne de Leeds. Oui. Donc ça marchait parfaitement à l'époque. Un peu moins à United, où là il est devenu The King. The King Cantona, c'était le col relevé, le torse relevé et évidemment le brassard de capitaine, quand même. Encore en français capitaine. Exactement. Par contre, le côté diable rouge à Manchester, il a pu le montrer. Même si Ferguson a réussi à le canoniser, bon, il y a une craquante, il y a un craquage. 80. C'est quoi? C'est octobre 95? Ouais, à Palace. À Palace, à Sellers Park. Oui, attaque un supporter. Il vient de se faire exclure. Un supporter quand même aviné. Oui, mais qui l'insulte de tous les noms. Et lui, il est malheureusement pour le supporter, il se prend déjà un kung fu dans la poitrine. Ouais. Bon, après, est-ce qu'il a mérité? Peut-être. Mais oui. C'est pas le truc que tu fais. Non, disons qu'il l'a mérité, oui, maintenant, quand on est joueur de foot, effectivement. On va faire ça maintenant. C'est un peu à l'essor des grands médias en Angleterre. Ça existait déjà, mais la première ligue prend déjà une ampleur énorme. Et à l'époque, c'est vraiment un scandale national. C'est un scandale national en Angleterre, c'est un scandale national en France. Il y a même les politiques qui sont mêlés, où Giroud va appeler Mitterrand pour faire protéger Cantona. Il prend 9 mois de suspension, il revient. Travaux d'intérêt général, c'est même pas. Au début, il a une peine de prison qui est transformée en travaux d'intérêt généraux. Mais effectivement, il y a cette suspension de 9 mois. Il revient à la toute fin de. Enfin, je sais plus exactement, c'est toute fin de saison. 98. Voilà. Non, il revient. C'est fin d'année 95 qu'il revient. Ça doit être octobre, donc ça doit être début 95. Son high kick contre Crystal Palace, et il revient en octobre sur un match, le derby d'Angleterre contre Liverpool, passe décisive, but. Champion à la fin. Donc voilà, c'est le genre de mec, son geste, il n'est pas forcément excusé par les supporters de Manchester, mais pour eux, ça place aussi le personnage et ça se dit, on a avec nous un mec qui est capable de tout, mais son côté folie va nous apporter, et Ferguson va de plus en plus réussir à canaliser ça. Les supporters ont eu beaucoup de mal au début, parce que évidemment, ça positionne le personnage et que le clubisme existait déjà à l'époque. Donc, on a envie de dire, si tu insultes mon joueur, tu mérites ça. Mais à l'inverse, United prend très cher dans le jeu. C'est-à-dire que sans Cantona, ça va beaucoup moins bien. Et quand il revient, tout change. Et voilà, évidemment. Il y a des buts incroyables. On connaît sa qualité de frappe, on connaît sa qualité de dribble, sa vision du jeu. Son lob contre Sunderland, là, son lob, déjà, il part du milieu de terrain, il dribble 3 types pour faire un lob excentré aux 25 mètres ou aux 20 mètres. Et derrière, voilà. Torse bombé, col relevé. T'as tout le stade qui est presque debout, qui est genre. Quand on parle de ses buts, il finit quand même meilleur passeur de Première Ligue en 92-93, puis 96-97. Avec le fameux numéro 7 de United. Quand même. Comme Patrick Vieira, en 2002, aux 10 ans de la Première Ligue, il est dans le 11 type de l'histoire de la Première Ligue. Meilleur joueur étranger des 10 premières années de Première Ligue. Et ça marque le personnage. Non, et puis surtout, on parlait, il est 2 fois joueur de l'année, une fois PFA, donc 94, et une fois FWA en 96. Il met plus de 100 buts, toutes compétitions confondues en Angleterre, donc plus de 70 en Première Ligue.
On parlait de ses Il n'y liens a pas avec beaucoup de Ferguson. saisons en plus. Hein. Non, 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 il fait. 7 ans ou 6 ans. Ouais, c'est ça. Il gagne 5 premières ligues. Ouais. 92 donc avec Leeds, puis 93, 94, 96, 97 avec Manchester. Il va ajouter 2 caps à ça. Et puis surtout, dans ce qui est le plus grand club d'Angleterre avec Liverpool, les supporters l'élisent joueur du siècle. Ah mais bien sûr, parce que évidemment on imagine aujourd'hui les légendes de United, ça a été les George Best, dans une certaine mesure les Ryan Giggs, les Scholes et compagnie, Rooney aussi évidemment meilleur buteur du club, les maîtres. Alors évidemment Rooney ça vient au XXIe siècle donc c'est pas la même époque, mais Cantona a imposé le respect que ce soit par son niveau de jeu, par son héritage, Ouais. par la personnalité qu'il avait et puis le palmarès qu'il a ramené. Et puis l'Angleterre est devenue aussi pour lui un pays d'adoption au-delà de ses réussites sportives. Bien sûr. C'est un pays où il n'avait pas, comme il était français, effectivement, il y a eu ce côté avec le sélectionneur Henri Michel où je lui balance, où il le traite de sa camerde et il lui balance le maillot. Il y a on est toujours en France avec Cantona dans une sorte de recherche de la polémique, même maintenant depuis qu'il n'est plus joueur. Oui. En Angleterre, malgré ce coup de folie, ce coup de sang à Crystal Palace, Toujours été accepté. il a toujours été accepté. Et comme en plus c'est la période où quand Jacquet reprend la sélection, il ne le prend pas en vue de la Coupe du Monde alors qu'il a encore. Ah bah, il est magique. Ouais, c'est encore un élément capital du Manchester de 97 à 98. En fait, il fait de Manchester et de l'Angleterre son pays d'adoption. Ouais, mais justement, je pense que c'est à peu près la période 98 où, parce qu'il n'est pas sélectionné et qu'il sent qu'il y a trop de polémiques, etc., ça l'a un peu dépassé et c'est à ce moment-là qu'il dit stop pour moi. Alors qu'il est encore jeune, hein, je pense qu'il a 32-33 ans à ce moment-là. Effectivement, ouais. Il s'arrête assez Après, tôt. il a commencé très jeune. Donc, il a commencé très jeune, mais aujourd'hui, évidemment, les carrières sont beaucoup plus longues qu'à l'époque. Mais lui, il a perdu l'amour pour le football. Et il le dit encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Évidemment, il est acteur aujourd'hui, très bon acteur, mais il boycotte la Coupe du Monde. Il est régulièrement, publiquement en train de dénoncer certains éléments du foot, la Super League, mais il aussi célèbre les grands héros comme Rashford et compagnie. C'est un mec encore très actif dans le monde du foot, ouais. Qui a perdu un peu l'amour pour le sport, mais qui arrive encore à célébrer les amours, et lui, c'est un passionné, quoi. Exactement. Et voilà, juste quand vous êtes élu joueur du siècle dans un club comme Manchester United, ça marque le personnage. Voilà, ça marque le personnage. Pour en France, mais il n'est que deuxième. Un autre king. Ouais, un autre king. Est-ce que Eric Cantona a sa statue à côté d'Old Trafford? Je ne suis pas sûr. Non? Je pense que c'est les grands joueurs des années 50 qui ont leur statue, ouais. Et Ferguson. Alors que celui-là, il en a une. Ouais, ouais. Il glisse, non, sur sa statue? Ouais. Pas comme Koscielny dans une surface. Hein. Non, il glisse sur les genoux pour célébrer un de ses nombreux buts. Évidemment, c'est le plus beau. Le plus beau, évidemment, c'est Thierry Henry. Honnêtement, le choix a quand même été difficile avec Canto parce que Canto, il a un côté pionnier, il a un côté faire gagner une petite équipe, puis être la légende d'un des plus grands clubs de l'histoire du jeu. Mais ce que fait Thierry Henry en Premier League. Moi, le choix, que ce soit mon classement perso ou avant même de faire les points, etc., ça a toujours été Thierry Henry. Déjà, mettons clair un débat. On parle de meilleur joueur français. C'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. C'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Est-ce que c'est même déjà le meilleur joueur étranger de Première Ligue? Probablement. Oui. J'en ai pas beaucoup en tête. Hein. On voit pas, il y a des mecs comme. C'est l'un des meilleurs buteurs déjà. Donc, on a vu ces dernières années des mecs comme Drogba, des mecs comme Agüero, comme Fabregas. Henry est au-dessus de ça. Henry est encore. Parce qu'il a les titres avec, parce que Fabregas ne les a pas, les titres. Exactement. Tom, juste d'un point de vue statistique, Thierry Henry avec Arsenal, c'est quoi? 176 buts en Première Ligue. Ouais. Rien que ça le place plutôt pas mal. Pour combien de matchs? Pour 254. Quoi. C'est plus d'un but par match. C'est plutôt costaud. Et toutes compétitions confondues, 264 buts. Non, c'est absolument énorme. C'est pas le joueur qui pourtant est resté le plus longtemps, même s'il est resté quand même. Il fait quoi? Il fait 6 saisons? 7 saisons du côté d'Arsenal? 8 même. C'est la légende d'Highbury à cette époque-là. Il fait évidemment partie de la saison des Invincibles. Il arrive dans un constat un peu d'échec en provenance de la Juve où il est trimballé à différentes positions qui ne lui vont pas du tout. Alors qu'il a un statut de champion du monde avec l'équipe de France en 98, qu'il a un statut de joueur ultra prometteur depuis ses débuts où il est monstrueux avec l'AS Monaco. Et Wenger sent le bon coup, il fait tout pour le ramener, il le ramène. Et là, tout de suite, Thierry Henry prend une dimension incroyable, que ce soit sur le terrain ou dans le cœur des supporters des Gunners. Ouais, non mais clairement, c'est alors, un peu comme le reste du top 3, c'est des joueurs qui ont marqué par leur aura, au-delà de leur niveau. Le niveau de jeu, évidemment, de Thierry Henry est absolument monstrueux. Meilleur buteur de l'équipe de France aussi, pour encore 3 semaines, avant que Giroud joue encore quelques amicaux.
c'est un joueur qui a explosé très jeune sur la scène, hein, évidemment, quasiment titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde, titulaire en 2000. Mais en Angleterre, il est au même rang qu'un Gignola dans le côté pionnier. Alors, il est un peu moins parce que ça fait 10 ans que la Première Ligue existe, mais le côté acceptation et adoration à ce point-là d'un genre étranger, à part Bergkamp, par Arsenal, ça n'existe pas. Ouais, non, même, je pense qu'il est. Si, il y a peut-être Agüero à City. Ouais, Parce que à Agüero à Arsenal City. spécifiquement, Ah oui, à Arsenal spécifiquement, je pense que c'est. c'est Bergkamp. Voilà, de toute Le façon, seul. il y a une statue à Arsenal, hein, c'est Thierry Ouais. Henry, c'est même pas Et Bergkamp. Arsène. Et Arsène. Et Arsène. Non, c'est un joueur bon, évidemment fantastique. Franchement, je pense que vous avez tous vu des images de Thierry Henry, donc on va pas non plus vous Il était trop donner. bon, il était trop fort. Il driblait tout le C'est monde. ça. Alors justement, on parlait de la glissade. C'est face à Tottenham où il dribble toute la défense. Ouais. Et il va faire le tour de la pelouse à White Hart Lane, il me semble, pour célébrer les genoux devant les supporters. C'est ça. Non mais monstre, Tel Adebayor quand même. monstre de charisme, une assurance folle, un tueur devant le but, notamment avec sa spéciale, qui mine de rien, ça participe beaucoup à l'héritage. Voilà, ce côté Henry qui s'excentre côté gauche et qui va enrouler dans le petit filet. Ouais. La spéciale Henry. C'est assez incroyable. Juste, vous avez forcément tous vu des images de Thierry Henry aussi de son côté. Sa rapidité, sa vitesse. Ses yeux, c'est un tueur. Tu le voyais tout de suite. Dès qu'il démarre un match, tu regardes sur le défilé d'une Ligue des Champions, tu vois, avec la musique derrière de Champions, et tu arrives sur la tête de Thierry Henry qui fait genre, moi je vais tuer quelqu'un. C'est ça. Son match à Bernabeu. Il est stratosphérique. 2006. Même les protections de balle en fin de match. On va en fait vous parler de stats pour que vous compreniez bien l'ampleur de joueur. Joueur de l'année 2003, 2004 et 2006 pour la FWA. Joueur de l'année pour la PFA en 2003 et 2004. Joueur de la saison de Première Ligue en 2004 puis en 2006. Deuxième au classement du Ballon d'Or en 2003. Troisième en 2006. Et son palmarès, 2 Premières Ligues dont une saison des Invincibles. 3 Cups et une finale de C1. C'est presque là où il a perdu. C'est presque là parce que Vieira et Henry ont à peu près le même palmarès, parce que c'est la même époque. Mais il a presque perdu face à un Cantona sur le palmarès, parce que le palmarès de Cantona est absolument monstrueux. Celui d'Henry, évidemment, il est apparu en Premier League. Alors, il est arrivé plus tard que Vieira, donc qui explique qu'il perd un titre aussi. Arsenal n'aimait pas beaucoup les coupes à ce moment-là, il me semble. Par contre, les coupes d'Europe, ça, ils adoraient ça. Ils allaient très loin à chaque fois. C'était un grand d'Europe. Évidemment, la finale perdue. Là, pour le coup, vraiment à domicile pour Thierry Henry, parce que Saint-Denis, c'est quand même pas très très loin de chez lui. Ouais, et puis un an contre le Barça où il va partir un an plus tard et il va décrocher justement enfin sa Ligue des Champions du côté du Barça. Ouais, parce qu'en fait, il sent, tu vois, quand il part, il l'a très bien expliqué, Arsène l'a expliqué beaucoup de fois aussi, c'est que il sentait qu'avec le projet Emirates, déjà, il avait perdu un peu de l'âme du club, et puis il sentait que l'effectif ne pouvait pas être aussi compétitif. C'est ça, il sentait qu'il avait commencé à avoir un déclin sportif et que s'il voulait enfin gagner sa Ligue des Champions, il allait peut-être devoir quitter. Ça a été un déchirement pour lui, pour Arsène, pour les supporters, même si il y a ce retour en 2012 qui est en termes de niveau de jeu qui n'est pas le plus dingue, mais il va jouer 6 ou 7 matchs. Il est prêté, il joue à l'époque au New York Red Bulls. Ouais. La grande période de MLS qui prête tous les jours en Europe. C'est ça, il prête, quand la saison était terminée, donc il doit arriver en janvier. Premier match, il entre à 20 minutes de la fin contre Leeds en Cup. Et il marque là Henry. Exact. Là Henry et il met sa spéciale. Ça marque le personnage encore une fois. Exactement. Donc ce retour, il est aussi assez incroyable. On parlait tout à l'heure des joueurs qui ont dépassé les 30 buts. Il n'y en a pas eu énormément. Lui, il finit 4 fois meilleur buteur de Première Ligue. Et puis, avec des sacrés scores, 30, 25, 27. 24, donc il fait une saison à 30 buts, donc c'est complètement. Non, c'est complètement fou. Il est aujourd'hui évidemment dans le top 10 des meilleurs buteurs de Première Ligue. Il est même quasiment dans le top 5. Je crois que c'est le deuxième buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue derrière Agüero, mais Agüero a quand même joué plus longtemps. Du côté de et il y a une. Alors, bien sûr, ça n'enlève rien à Arsenal, le période invincible évidemment. Agüero a quand même eu la grande. Alors, je suis même pas sûr que Thierry Henry tirait beaucoup de penalty en plus à l'époque. Mais Agüero a eu pendant 10 ans tous les services pour lui. Alors, bien sûr, il a joué un peu, il a été beaucoup blessé aussi, mais le City de Agüero, c'était le plus grand club à ce moment-là. Ouais. Que le service de Bruyne, le City d'Agüero, il y avait un passeur extraordinaire. Après, Henry, l'équipe tournait beaucoup autour de lui aussi. Mais il a aussi la fin de la période Henry.
genre post Ouais. 2004, progressivement, alors bien sûr, il y a une finale des champions, mais post 2004, progressivement, l'effectif s'est rajeuni aussi avec Fabregas et compagnie. Et peut-être la qualité a un peu amoindri parce qu'il n'a pas eu Bergkamp, il n'a pas eu Ljungberg et compagnie. Exactement. Mais du coup, Henry, même si Cantona, Vieira sont des joueurs extraordinaires qui ont laissé un héritage fou dans l'histoire de la Première Ligue, bien au-delà du fait qu'ils soient français ou étrangers, c'était difficile de ne pas mettre Thierry Henry, Et je Thierry Henry pense numéro que un. tu demandes à un Anglais lambda, déjà, il va connaître Henry. Oui, non, mais ça c'est clair. Bien Mais sûr. il va te le mettre dans le top Il va te 5 le des mettre plus le top grands 5, joueurs, ouais, bien sûr. voire le top 3 des plus grands joueurs de l'histoire de la Ouais. Première Ligue. Plus que. Alors, Vieira, je pense que ça dépend vraiment des affiliations. Tu demandes à un fan d'Arsenal, il va le mettre dans le top 5. Mais un Henry, déjà, au-delà du joueur, est devenu aussi une personnalité publique en Angleterre aujourd'hui. Hein. Il a encore sa maison à Londres, il est régulièrement à la télé, la BBC le met régulièrement en scène, Ouais. très adoré des médias, beaucoup plus qu'un Cantona ou un Vieira. Donc je pense qu'aujourd'hui, un Anglais lambda, si te donne un top 3 ou un top 5 de Premier League, va mettre Thierry Henry, toute nationalité confondue. Malgré le fait qu'il ait fait souffrir quasiment tous les clubs. Ouais, mais justement, il y avait une admiration avec ça. Ouais. Il y a beaucoup de stades. Il dégageait quelque chose sur le terrain. Tu Ouais. te disais qu'à ce moment-là, c'était un des meilleurs joueurs. Intouchable. Honnêtement, il doit même potentiellement gagner un des ballons d'or lors de ses époques avec Arsenal. 2003, c'est la meilleure C'est occasion. En 2006, il gagne le mondial. Je pense qu'il le gagne. Exactement. Bon, bah écoute, on a fini ce top 10. Je pense qu'on va en reproposer très bientôt, mais j'étais ravi de faire la première avec Tom. Ça t'a plu? Bah, beaucoup, ouais. Puis parler de Première Ligue, évidemment, c'est toujours un plaisir. On fera en sorte de ne pas toujours parler de la perfide Albion, mais je me disais que c'était pas mal pour commencer avec toi. On espère que ce top 10 vous a plu. On va sortir encore beaucoup d'émissions, Tom. Des formats courts, des formats longs, des poteaux carrés. Et puis restez connectés parce qu'on continue à vous sortir des trucs et on continue de notre côté aussi à préparer la Coupe du Monde qui arrive. Allez, à très bientôt.